Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans nos hors-séries présidentielles consacrées à la thématique de l'énergie, Greg de Temerman. Eh bien, Greg, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi je suis physicien, j'ai une formation de chercheur, j'ai fait 18 ans de recherche fondamentale, principalement dans l'énergie, et en grande partie dans la fusion nucléaire, mais aussi sur des thématiques comme la synthèse de l'hydrogène ou la synthèse de l'ammoniac. Et depuis fin 2020, je dirige ce qu'on appelle un laboratoire d'idées ou un think tank qui s'appelle Xenon et qui réfléchit aux leviers d'action possibles pour un futur souhaitable. Et je suis aussi chercheur associé aux mines Paris PSL. Ok, très bien. Et si on a bien compris, vous avez bossé aussi quelques années sur le projet ITER, sur lequel on reviendra tout à Oui, l'heure probablement. j'ai été coordinateur scientifique du projet ITER pour une partie du programme scientifique pendant 7 ans. Ouais. Bon, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ITER, c'est un gros projet international sur la fusion qui regroupe une quantité assez phénoménale de pays. Je crois que c'est le plus gros projet de recherche au monde d'ailleurs encore aujourd'hui. Oui, c'est le plus gros projet scientifique au monde, il y a 35 nations, une machine qui est gigantesque, c'est un projet qui coûte à peu près 25 milliards d'euros, alors les coûts ont tendance à augmenter, et c'est un projet qui a commencé en France en 2006, qui est en construction en France, donc je ne sais pas forcément que ce projet est en construction en France. À Cadarache du coup, hein. Oui, et effectivement. Mais je pense qu'on arrivera à ce sujet un peu plus tard quand on parlera justement des énergies d'avenir. Là, on va revenir au présent, tout début 2022. Et déjà, alors, juste avant de démarrer, parce qu'on va beaucoup parler aujourd'hui d'énergie, est-ce qu'on peut déjà dire en quelques mots c'est quoi l'énergie? Alors, je sais que vous avez sorti un livre, Chronique énergétique, qui a l'ambition de répondre à cette question. Alors, 80 pages, c'est un peu dur de le faire en une minute. Ah oui, Mais non. une vision très générale de l'énergie et des notions élémentaires à maîtriser quand on parle d'énergie, hein. Parce que par exemple, là, quand on a préparé juste pour vous guider un peu, quand on a préparé le truc, on parle beaucoup d'énergie primaire, hein, d'énergie finale, hein, choses comme ça. Est-ce qu'on peut donner quelques notions à nos auditeurs avant de rentrer dans le dur? Ouais, alors pour un physicien, l'énergie, c'est la capacité d'une force à effectuer un travail. Alors c'est un petit peu conceptuel, mais au niveau humain, l'énergie, ça quantifie notre capacité à changer l'environnement. Plus on effectue d'actions, plus on utilise d'énergie, et inversement, plus on a d'énergie, plus on peut effectuer d'actions. Et donc vraiment, à l'échelle de l'humanité, faut regarder l'énergie comme la capacité qu'on a à transformer ce qu'il y a autour de nous. Et qu'est-ce qu'on transforme autour de nous? Ben tout, si je vous donne juste un exemple, on utilise 100 milliards de tonnes de matière par an dans l'économie. Et cette matière, il faut aller la chercher, il faut aller l'extraire. C'est principalement des minéraux pour faire du ciment, par exemple. C'est des combustibles fossiles, 15 milliards de tonnes qu'on va récupérer sous le sol. Et tout ça, en fait, ça nous permet de modifier l'environnement. Après, il y a effectivement différentes formes d'énergie, entre guillemets. Il y a l'énergie primaire, c'est celle qu'on peut aller chercher directement dans la nature. C'est-à-dire le charbon, le pétrole, ben, on peut les récupérer directement. Et le charbon, ben, on peut le brûler quasiment directement. Souvent, par contre, on les convertit, ces formes d'énergie, pour utiliser autre chose. Par exemple, le pétrole, on n'utilise pas du pétrole brut, on le raffine pour avoir de l'essence, pour avoir du diesel, etc. Le charbon, en grande partie, on le brûle pour faire de l'électricité, donc on passe sur une forme d'énergie qu'on appelle finale, qui est la forme d'électricité qu'on va mesurer et facturer, l'essence à la pompe par exemple. Et donc entre énergie primaire et énergie finale, il y a des conversions, il y a des pertes. Par exemple, une centrale à charbon, ça a une efficacité d'à peu près 35%, donc 65% de l'énergie est sous forme de chaleur et 35% c'est l'électricité qu'on produit. Et la C'est-à-dire qu'on brûle dernière trois étape, fois plus de charbon que ce qui est effectivement produit en électricité. exactement. Et après, il y a encore une autre conversion qui est l'énergie vraiment utile. C'est-à-dire que si vous avez de l'électricité pour votre voiture électrique, là, il y a une partie seulement de cette électricité qui sert à faire bouger la voiture. Alors la voiture électrique est très efficace, donc c'est 90% d'efficacité, mais ça induit des pertes. Et c'est deux choses extrêmement importantes dans l'énergie. C'est qu'il y a une quantité finie d'énergie dans l'univers et on passe notre temps à convertir une forme d'énergie à une autre. On ne crée pas d'énergie, on fait juste transformer des choses en une autre. On brûle du charbon pour faire de la chaleur ou faire de l'électricité, on brûle de l'essence pour faire de la chaleur. Et l'autre chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a une transformation, on a des pertes. On n'est pas extrêmement efficace, c'est ce qu'on appelle le deuxième principe, mais je ne vais pas aller dans les détails. Mais en gros, à chaque fois, on diminue la qualité de l'énergie. Enfin, on a de moins en moins d'énergie utile qui reste, et ça veut dire qu'on n'a jamais un système qui est 100% recyclé ou renouvelable parce qu'il y a une quantité d'énergie en fait qu'on détériore.
Ok, donc on a presque tort de parler d'énergie renouvelable. Alors oui et non, parce que c'est une question d'échelle de temps, parce que le Soleil, par exemple, est encore censé brûler pour après 4 milliards d'années, donc à l'échelle humaine, je pense que ça pas un souci. Ça va à peu Mais près. c'est une question intéressante, parce que la notion de renouvelabilité, ou d'être renouvelable ou pas, c'est vraiment à l'échelle humaine, c'est-à-dire par rapport à notre échelle de temps, qu'est-ce qui est capable de se régénérer. On sait que, par exemple, de la biomasse, c'est capable de repousser, une forêt, pour qu'elle devienne mature, il faut 25-30 ans. Ça, à l'échelle humaine, c'est renouvelable, mais à la base, à l'échelle de l'univers, rien n'est vraiment renouvelable. Le Soleil mourra un jour, on aura d'autres soucis d'ici là. Le charbon et le pétrole se régénèrent en quelques dizaines de millions d'années, c'est ça? Le charbon, c'est de la matière qui est fossilisée, donc c'est principalement de la biomasse qui s'est accumulée et qui a maturé pendant des longues durées de temps. En fait, c'est assez intéressant parce que sur cette notion de renouvelable, on utilise ces ressources qui sont formées pendant des dizaines ou des centaines de millions d'années, des millions de fois plus vite qu'elles ont été formées. Et pour vous faire une petite analogie, pour remarquer un peu ces rythmes, imaginons que vous travaillez pendant 40 ans, entre le moment où vous commencez à travailler et le moment où vous arrivez à la retraite. Vous épargnez toute votre vie. Si vous utilisez votre épargne à la vitesse à laquelle on utilise les combustibles fossiles, en fait, votre épargne, elle a disparu en moins de 30 minutes. Okay. C'est un peu ça qui se passe. Ça veut dire qu'en gros, on a gagné de salaire, parce que pour bien que tout le monde comprenne, ça veut dire qu'en gros, on gagne de salaire pendant 40 ans et on n'y touche absolument pas. Oui. C'est-à-dire, on met tout ce qu'on gagne, on met sur un vous compte, mettez une etc. partie de ce que vous gagnez, vous épargnez pendant 40 ans, et en fait, cette épargne disparaît en quelques minutes, en moins d'une demi-heure, parce que c'est le rythme auquel on utilise les ressources, et c'est un des problèmes, c'est qu'on utilise des ressources fossiles beaucoup trop rapidement, et qu'un jour ou l'autre, il n'y en aura plus. Alors, vous parlez de biomasse. Si je vous ai bien lu, effectivement, il y a encore quelques dizaines, voire centaines d'années, la biomasse et il y a une centaine d'années, le charbon, c'était les seules sources d'énergie primaire quasiment qu'on utilisait. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Il y en a une qu'on utilise beaucoup, c'est le pétrole et le gaz. Et l'actualité nous ramène un petit peu à ça. Avec la crise ukrainienne, tout le monde parle de l'augmentation du prix du gaz et du pétrole. Alors déjà, peu de gens le savent, mais comment ça fonctionne? Alors déjà, comment ça se fait? Les gens ne le savent pas trop, mais je crois que la Russie, c'est 11% du pétrole produit dans le monde. Hein. Ouais, je crois Et comment ça se fait que les deux s'envolent? Est-ce que les prix de l'un sont indexés par rapport à l'autre? Est-ce que ça risque d'être pérenne? Et dernière question, ça fait beaucoup de questions, est-ce que ça ne va pas contribuer à ce que le prix du charbon, à ce que le charbon redevienne attractif? Alors, que ce soit le pétrole ou le gaz, le charbon aussi, il faut investir, il faut aller en extraire. On en extrait une certaine quantité, il y a une sorte d'équilibre entre combien on est capable de produire et quelle est l'offre et quelle est la demande. Et le prix est au premier ordre en fait, défini un peu par cet équilibre, c'est-à-dire les moments où la demande est faible, le prix du pétrole va diminuer. Si la demande est très forte, temporairement, le prix du pétrole va remonter. C'est un peu la même chose pour le gaz. Après, pour le gaz, il y a des histoires de contrats. Souvent, le gaz est vendu sous des contrats longs, c'est-à-dire qu'on s'engage sur une certaine quantité de gaz sur une certaine durée. Ce qui est bien parce que ça vous protège pendant un certain temps, vous avez un contrat. Et il y a une partie du gaz qui est vendue sur le marché. Ce qui se passe, alors on vit des années un peu folles en ce moment, puisque... Parce qu'avant la crise, déjà, le prix du gaz s'était envolé déjà cette année. Hein. Alors avant la crise ukrainienne, parce qu'on commence à avoir beaucoup de crises, donc il y a la crise du Covid aussi. Oui, pardon. En fait, c'est marrant parce qu'on est pas marrant. On est passé, alors crise du Covid, juin 2020, le prix du pétrole était négatif. C'est-à-dire qu'on produisait trop de pétrole, on n'avait plus d'endroit pour le stocker, et en gros, si vous aviez du stockage, les gens vous payaient pour prendre du pétrole. C'est au Canada, donc il y a eu des prix négatifs. Oui, aux États-Unis aussi, je crois, mais sur tous les marchés. Alors ça n'a pas duré très très longtemps, mais le prix est tombé très très bas. Pourquoi? Parce que vous diminuez la capacité de production de pétrole, ça a des conséquences. On n'est pas toujours sûr de pouvoir redémarrer les productions au même rythme. Donc il y avait trop de pétrole d'un coup. Exactement, parce qu'en fait l'économie s'est arrêtée. Donc on ne se déplaçait plus, on avait besoin de beaucoup moins de pétrole. Pareil pour le gaz. Donc les stocks étaient pleins, les prix sont effondrés, les producteurs ont attendu la toute dernière minute, le plus tard possible pour diminuer la production parce que ça a un impact et qu'on n'est pas sûr d'avoir la même production après. Ils l'ont quand même fait parce qu'il a fallu. Et 2021, alors il y a eu des petits épisodes, mais l'économie a repris beaucoup plus fort que que les gens l'avaient prévu. Et surtout, un truc qui est assez intéressant, c'est que on s'est surtout remis à consommer des biens. C'est-à-dire on a racheté beaucoup de choses et on a fait livrer beaucoup de choses. C'est des choses qui sont extrêmement énergivores. Et la demande d'énergie a augmenté extrêmement rapidement, l'offre n'a pas réussi à suivre, et donc les prix ont monté, c'est ce qui s'est passé à partir de la fin de l'année. Il y a eu d'autres conjonctions, il y a eu d'autres événements, mais ça a fait déjà que les prix d'énergie ont monté, puisque le marché avait du mal à suivre. Comme beaucoup de matières premières. On a parlé du bois, de l'alimentation, des semi-conducteurs, tout ça. Alors après, oui, il y a eu, comme tout alors je suis pas un expert dans tout ça, mais comme tout a redémarré extrêmement vite, et que tout était un peu désorganisé, parce qu'on avait un peu tout mis en sommeil, pour redémarrer tout ça, ça a pris...
enfin, ça a été un petit peu chaotique. Et donc ça a mené à ce qu'on a depuis septembre, pas assez de gaz sur les marchés, on en consommait pas mal et on n'a pas forcément stocké assez. Et donc les prix de l'énergie se sont remis à monter et maintenant on rajoute la crise ukrainienne. La Russie, c'est un mastodonte de l'énergie, c'est 12% du pétrole mondial, 11 ou 12, mais c'est 17% du gaz mondial, c'est 25% des réserves de gaz mondial, c'est un quart des réserves mondiales de gaz qui sont là-bas. Et donc, quand il se passe quelque chose là-bas, ça monte, la tension sur les marchés monte parce qu'on n'est pas sûr d'avoir ce pétrole encore, et c'est quand même une quantité non négligeable du pétrole qu'on utilise. Alors on a quand même appris on parle beaucoup de l'exclusion des banques russes et des entreprises du système SWIFT. Malgré tout, tout le pétrole et le gaz ne sera pas compris là-dedans, donc on continuera à pouvoir échanger ou acheter en tout cas du pétrole et du gaz à la Russie. Pour reclarifier, juste effectivement pour les auditeurs, le SWIFT, c'est le système effectivement de messagerie sécurisée qui permet de faire des échanges monétaires internationaux. Et l'Union européenne, donc, a exclu la Russie de ce système, a annoncé qu'elle était exclue, sauf pour les paiements qui concernaient le gaz et le pétrole. Par rapport au fait que l'Allemagne consomme un peu de gaz russe peut-être. C'est pas les seuls. Non, l'Europe, si on prend l'Europe complètement, la Russie c'est 25% du pétrole, entre 35 et 40% du gaz, et presque 50% du charbon. Donc on est très russo-dépendant en fait. Oui, et après il faut encore ajouter les matières du type agricole sur lesquelles je connais moins, mais aussi des métaux comme le nickel. Donc on est extrêmement dépendant de la Russie, à une époque où nos stocks de gaz sont assez bas, puisqu'on a quelques problèmes depuis 6 mois pour acheter du gaz, il est déjà très cher. Okay. Donc on est extrêmement vulnérable, et il y a une vraie question, est-ce qu'on doit arrêter d'en acheter ou pas? Pour l'instant ça continue. Alors c'est assez intéressant quand même, parce que si on regarde un peu les prix du pétrole, mais vraiment le pétrole qui vient de Russie, on voit qu'il y a quand même très peu d'acheteurs, puisque c'est assez risqué en ce moment, et que si vous achetez du pétrole, vous n'avez pas envie de prendre le risque que le tanker n'arrive pas. Donc il y a quand même des choses qui se passent, et il y a beaucoup de gens qui disent, alors je ne suis pas un expert là-dessus, qu'il y a aussi peut-être une sorte on attend un peu pour prendre des mesures sur l'énergie, comme ça le marché a un peu le temps de se fluidifier un peu. Il y a des discussions avec l'Iran, est-ce que l'Iran va reproduire du pétrole, ce qui permettrait de compenser un peu une partie de ce qu'on pourrait... Il me semblait que l'OPEP devait se réunir, mais que finalement ils allaient que très légèrement augmenter la production journalière. Ouais, alors il me semble, mais ça va être en ce moment, ça va un peu très vite dans tous les sens. Donc je sais pas, il y avait des discussions là-dessus, après j'ai pas trop d'éléments. Et alors du coup, pour revenir à la dernière question, dans la volée de questions qu'il y avait, c'est est-ce que ça va pas inciter les gens à se tourner vers d'autres sources d'énergie, notamment le charbon, qui en provenance de Chine et d'Inde pourrait paraître, je sais pas moi, de ma fenêtre plus sûr en tout cas aujourd'hui? Alors pour l'Europe c'est un peu difficile à dire, ce qu'on remarque, c'est toujours difficile de prédire, surtout quand on parle du futur. Par contre, si on regarde l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? On a battu le record de génération d'électricité par production de charbon. Par le charbon. Au niveau européen, c'est au niveau mondial. Au niveau mondial, le charbon est ce qui a connu un vrai boom l'année dernière. Pourquoi? Parce que... C'est bien de dire ça en 2022, que le charbon a fait un vrai boom. Oui, et alors 2021, 2022, on verra. 2022, ce que prévoyait l'Agence internationale de l'énergie, c'est que 2022-2023, on pourrait retrouver les niveaux historiques de 2013-2014, où on a connu ce qu'on appelait le pic du charbon. Depuis, la consommation a un petit peu diminué, et elle pourrait redémarrer. Alors effectivement, pourquoi le charbon? Parce que par exemple la Chine a beaucoup de centrales à charbon et elles ne sont pas utilisées, le taux d'utilisation c'est à peu près 50%, donc elle était capable d'augmenter la production. Elle a rouvert beaucoup de mines. La Chine, fin 2021, a battu son record d'extraction de charbon. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de mines qui étaient fermées, qui ont réouvert pour pouvoir alimenter. Et pourquoi? Parce que la Chine avait besoin d'énergie. Et la Chine, c'est 50% de l'utilisation du charbon mondial. Et peut-être un chiffre qui est important, parce qu'on ne sait peut-être pas, on utilise dans le monde, en 2020-2021, 8 milliards de tonnes de charbon par an. D'accord, c'est les quantités... donc une tonne par habitant quasiment. Ouais. Sachant que ce que tu disais, c'était l'ensemble des matériaux qu'on met sur le marché et sur Terre, c'est 100 milliards de tonnes par an. 8 milliards de tonnes, c'est du charbon. 15 milliards de tonnes au total, c'est charbon, pétrole, gaz. Vous avez à peu près 50 milliards de tonnes, c'est du sable, de la roche, etc. pour faire du ciment. Après 40% des matériaux qu'on utilise, c'est pour des bâtiments. Ok. Du coup, ça fait le lien avec une première question d'Internet qui nous disait les Chinois ont fait un accord de 50 milliards pour un gazoduc russe. Ils demandaient est-ce que c'est cher? Alors, peut-être donner. Alors, c'est un grand mot. Est-ce que c'est 50 milliards Parce qu'effectivement, c'est cher par rapport à quoi? Peut-être qu'est-ce que ça représente? C'est peut-être des ordres de grandeur, parce qu'on a des ordres de grandeur de matière, mais peut-être des ordres de grandeur financiers. Je ne sais pas si c'est possible d'en donner. Mais c'est 50 milliards pourquoi? C'est pour la je sais pas, du coup, je sais pas le.
Alors ce qui se passe depuis quelques années, effectivement, il y a donc l'Europe et la Russie ont développé pas mal de partenariats. Ça fait une bonne vingtaine, trentaine d'années qu'on a par exemple la construction de Nord Stream. On entend beaucoup parler de Nord Stream 2, qui est le gazoduc qui devait passer, enfin qui passe d'ailleurs entre la Russie et l'Europe en évitant l'Ukraine. Il faut savoir, et on en parle très peu, qu'il y a Nord Stream 1 qui est juste parallèle et qui lui fonctionne. Donc Nord Stream 2, là, je crois que l'entreprise a fait faillite, le gestionnaire a fait faillite aujourd'hui. Mais la construction s'est achevée il y a oui, il n'est pas certifié, il a été mis sous pression, il a été testé, mais il n'est pas encore il est pas opérationnel. Par contre, Nord Stream 1, qui est le jumeau et qui a été construit avant, lui fonctionne. Donc il y a quand même du gaz qui circule, on oublie un petit peu. Mais ça fait partie de plusieurs gazoducs qui ont été faits entre la Russie et l'Europe, parce qu'on a besoin de sécuriser un peu, d'avoir des approvisionnements. Mais il y a eu toute une stratégie aussi de la Russie d'exporter vers l'ouest et donc vers l'est, vers la Chine, avec le développement de capacités de gaz naturel liquéfié, donc pour aller amener du gaz à différents endroits en Chine, mais aussi via pipeline, des gazoducs. Pourquoi ? Parce que la Chine a besoin de beaucoup d'énergie et que le gaz, c'est quand même, toute chose égale par ailleurs, si on contrôle les fuites de méthane, le méthane est un gaz à effet de serre très très puissant mais à court terme, si on arrive à contrôler les fuites de méthane, on divise par 2 les émissions si on passe du charbon au gaz, donc il y a un vrai intérêt pour certains pays d'avoir du gaz. Et la Chine ayant besoin énormément d'énergie, ça faisait partie de sa stratégie. Parce qu'on rappelle aussi, justement, tu parlais des émissions de CO2, le principal problème de ces ressources fossiles, c'est qu'elles émettent du CO2, et le charbon, si je me souviens bien, c'est la pire en termes d'émissions de CO2. C'est-à-dire que pour une unité, donc 1 kWh d'énergie finale produite, le charbon est celui qui émet le plus de gaz de CO2, qui est le principal gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère. En effet, c'est la source d'énergie qui est la plus émettrice. Le gaz est un peu plus propre, entre guillemets, parce que pour différentes raisons, c'est à peu près la moitié. Et donc il y a un intérêt quand même à se passer du charbon, c'est qu'on peut diminuer fortement les émissions. Un quart des émissions mondiales de CO2, c'est la production d'électricité par du charbon. Donc il y a une vraie, et 40% de l'électricité dans le monde, c'est fait à partir de charbon. Donc il y a un vrai enjeu en fait à arrêter d'utiliser du charbon. Ok, très bien. Alors ça fait une bonne transition avec une autre actu. Il y a la crise ukrainienne, mais il y a aussi la sortie du rapport du GIEC sur l'inaction climatique. Du coup, est-ce que ce rapport du GIEC, il parle un peu de charbon, d'usage, est-ce qu'il donne des recommandations en matière d'utilisation d'énergie ? Et je vais compléter la question effectivement pour donner un peu la grande image, l'image globale, c'est, tu disais, les énergies fossiles, c'est des énergies qui sont limitées. Donc effectivement, il y a un stock limité et qu'on consomme trop vite. Mais finalement, parce que le problème, c'est pas forcément la limite du stock, parce que si déjà on pompe tous les stocks jusqu'à la fin, en fait, on aura un autre problème un peu plus grave qui nous arrivera avant ça. Ouais, à peu près 75% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont liées à l'utilisation d'énergie et en très grande majorité la combustion de gaz, pétrole et charbon. Okay. Peut-être les 25% restants, comme ça après on évacue un peu le sujet. Mais c'est principalement l'agriculture. Alors c'est des gaz différents et donc il faut prendre les chiffres un tout petit peu différemment parce qu'il y a différentes échelles de temps, mais dans l'agriculture c'est du méthane mais aussi des gaz azotés à cause des engrais qu'on épand et la formation d'oxyde de nitrate. Mais 75% c'est quand même l'énergie et principalement encore une fois la combustion de combustibles fossiles. En fait les fossiles c'est intéressant, c'est que c'est une double punition, c'est-à-dire qu'on les brûle, la ressource disparaît, donc on diminue le stock au fur et à mesure et en plus le produit de la combustion, qui est du dioxyde de carbone, reste dans l'atmosphère et réchauffe le climat, puisque ça piège une partie du rayonnement qui est censé s'en aller dans l'univers. Ce que dit le rapport du GIEC, mais en fait, le rapport du GIEC qui est sorti, qui est sorti lundi, parle principalement des effets déjà du nombre de personnes, des effets du changement climatique et des impacts qu'il va y avoir. En août l'année dernière, le groupe 1, c'est-à-dire les bases physiques du climat, a rendu son rapport d'évaluation. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut diminuer les émissions extrêmement rapidement. Si on veut rester à 1,5 degré, sous les 1,5 degré de réchauffement climatique, il faudrait atteindre la neutralité carbone d'ici 30 ans. C'est-à-dire passer d'émissions qui sont près de plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an à zéro en 30 ans. Sachant que ces émissions ont monté de pas grand-chose à 40 milliards de tonnes en une centaine d'années, avec une très forte accélération entre 1950 et 2020. Alors peut-être 2 questions déjà, peut-être redéfinir un peu la neutralité carbone, parce que c'est un seuil essentiel et en fait c'est une notion qui n'est pas forcément évidente. Alors ce qu'on appelle neutralité carbone, c'est
d'être capable, d'avoir un équilibre en fait entre toute molécule de CO2 qui va être émise et les molécules qui vont être captées, soit par l'environnement, soit par nous si on est capable de capter du CO2. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est quand on est neutre en carbone, qu'on atteint la neutralité carbone, on n'émet plus une seule molécule de CO2, on ne rajoute plus une seule molécule de CO2 dans l'atmosphère. Toute molécule qui est rajoutée, elle est enlevée par un mécanisme. Ok, donc c'est une part nette en fait, c'est une neutralité nette. Exactement, parce qu'en fait, ce qui est important pour le climat, c'est la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'au premier ordre, le réchauffement climatique est directement proportionnel à la quantité de CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère. Okay. Et donc, si on veut stabiliser le climat, il faut que la concentration reste ce qu'elle est, et donc on n'ait plus d'ajouts. Et après, le CO2 met très longtemps à sortir de l'atmosphère. Et donc vraiment l'idée c'est d'arriver à un moment où on n'en rajoute plus et au fur et à mesure sur des très 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 longues durées de temps il y en aura un petit peu moins. Et alors peut-être dire effectivement c'est quoi les principaux mécanismes pour capter ce CO2. Alors je sais qu'on a parlé parfois de captation industrielle, c'est-à-dire d'être capable de le récupérer directement à la sortie des usines. Il y a des mécanismes tout simplement de captation naturelle. On parle souvent de planter des arbres et je sais qu'il y a pas mal de débats là-dessus, mais c'est quoi peut-être un peu les principaux mécanismes qui permettent justement de réabsorber, de réenlever du CO2 de l'atmosphère? Le premier mécanisme, ce serait déjà d'arrêter de déforester, parce que la déforestation, c'est un des gros problèmes, c'est qu'on enlève en fait des arbres, et donc on enlève la quantité on enlève des possibilités de stocker du carbone. Après, c'est la gestion des sols, pour s'assurer que les sols captent plus de carbone. Les océans sont une très grosse pompe de gaz carbonique, de CO2, ouais. Le problème, c'est que son effet va diminuer avec la température, la température augmente, donc les océans vont avoir tendance à moins pomper de CO2. Donc il y a des mécanismes naturels qui font qu'il y a un cycle du CO2. Le problème c'est qu'on a perturbé ce cycle puisqu'on émet beaucoup plus que la nature est capable d'en absorber. Et là il y a beaucoup de discussions, savoir si on est capable d'augmenter un petit peu ces puits de carbone. Alors il faut être totalement clair de dire que la priorité des priorités c'est vraiment déjà d'émettre beaucoup moins. Et après la question c'est de savoir est-ce qu'on est capable d'absorber un peu plus, et ça passe par exemple par arrêter de déforester puisque ça a un effet pervers, peut-être de reforester, d'afforester, mais au moins d'arrêter de couper, de déforer. Et donc tu disais 40 milliards de tonnes de CO2 par an, il faut qu'on arrive à zéro net en 2050. Déjà peut-être la vision d'aujourd'hui, c'est quoi la tendance? Est-ce qu'on est sur des bons rails? Non, pas du tout. Alors les émissions continuent à augmenter, elles augmentent un petit peu moins vite. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, il y a un rapport qui sort tous les ans qui s'appelle le Global Carbon Project, qui fait un peu un inventaire des émissions et qui regarde aussi les puits de carbone, etc., qui montre que sur les 10 dernières années, les émissions montent un peu moins vite. Sur la décennie d'avant, elles avaient tendance à monter à 2-3% par an. On est à peu près maintenant à 1% par an. Donc elles montent encore, mais un petit peu moins vite, mais elles devraient descendre. On n'est pas dans la bonne direction, mais c'est quand même mieux que si elles montaient plus vite. 2020, les émissions ont baissé d'à peu près 6%, parce qu'évidemment, on n'a pas fait grand-chose cette année-là, on a mis l'économie sous cloche. 2021, elles avaient remonté très fort. En septembre 2021, on pensait qu'on était déjà revenu au niveau de 2019, c'est-à-dire qu'on avait en fait annulé l'effet de la baisse. Au final, la crise énergétique fait qu'on a quand même une petite baisse par rapport à 2019, mais en gros, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, clairement. Et plus on attend, comme le point 0 reste le même, c'est 2050 0 si on veut être sous les 1,5 degré et qu'on est à un certain niveau, plus on attend, plus la pente, et c'est plus on a une pente qui devient en fait verticale, plus c'est compliqué d'atteindre cette neutralité carbone à temps. Ouais, souvent, alors, j'ai entendu, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce chiffre-là, mais Jean-Marc Jancovici dire en fait il faudrait faire un Covid tous les ans jusqu'en 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Il faudrait rajouter en fait un Covid. Il faudrait rajouter, pardon. Donc c'est 6% à peu près de baisse chaque année. On est presque à 7%, et d'ailleurs c'est 7% au niveau mondial, et ce qui veut dire que pour les pays développés, on est plus proche de 10%, parce que c'est pas équilibré. C'est-à-dire que l'Afrique aura plus de mal à baisser ses émissions, parce qu'elle émet beaucoup moins, donc c'est principalement les pays développés, donc il y a cette notion-là. Alors j'aime pas trop l'analogie avec le Covid pour plusieurs raisons. D'une, parce que le Covid c'était conjoncturel et pas structurel, et ce qu'on voit, c'est que en fait, s'il n'y avait pas eu la crise énergétique fin 2021, on serait déjà retourné au niveau de 2019, donc on aurait juste gagné un petit peu si on prend l'intégrale, mais ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça montre ce qu'il faut faire pour diminuer les émissions, puisqu'il a fallu en fait mettre l'économie sous cloche pendant des semaines pour baisser les émissions. Et clairement, c'est pas non plus une façon de faire, puisqu'il faudrait quand même que ça soit un peu plus agréable, parce que s'il faut s'enfermer chez soi juste pour pas émettre, c'est pas très très drôle. Mais ça montre un peu l'amplitude des choses, et ça montre aussi qu'il est important d'engager des choses qui durent et qui restent. En fait, c'est des baisses d'émissions qui doivent rester dans le temps.
Alors, il y a quand même des stratégies qui sont développées. Alors, il y a l'accord de Paris que tout le monde connaît, mais à l'échelle française déjà, alors, j'ai regardé un petit peu la PPE, donc la programmation pluriannuelle énergétique, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est cette PPE là qui est adoptée, je crois, qui a un plan en fait qui donne une indication, une stratégie jusqu'à 2028, il me semble. Alors, est-ce qu'elle est assez ambitieuse? Est-ce que vous pensez que ça va nous permettre d'atteindre? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce qu'il est suffisant pour atteindre la neutralité carbone? Alors, spoiler, on a fait un article un petit peu là-dessus. Il y a un autre cabinet d'audit qu'on a interrogé qui nous disait qu'a dressé une sorte de liste de ce qu'il faudrait réellement faire pour atteindre la neutralité carbone. Et l'écart entre la PPE et ce qu'eux estiment devoir faire est considérable. C'est-à-dire que les mesures sont infiniment plus drastiques selon eux. Alors ils évoquaient, pour en citer quelques-unes, c'est quasiment interdire la vente de voitures thermiques d'ici 2025, interdire le moindre vol en avion hors Europe sauf autorisation, un couvre-feu thermique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus allumer son chauffage après 21h. Ça illustre un peu l'effort à faire. Quand on lit la PPE, on ne voit pas un tel niveau d'engagement. Ouais, alors donc déjà il y a un document qui surtend la PPE, qui est la stratégie nationale bas carbone, qui est remise à jour régulièrement. Alors on peut déjà discuter de l'ambition de ces documents, c'est une première chose, et il faut surtout discuter de la réalisation, parce qu'en fait on a cette PPE, on ne la suit pas vraiment. C'est vrai que c'est une trajectoire, mais en plus on ne la suit pas, donc on peut déjà discuter de l'ambition, mais on sait qu'on n'est pas sur... Une sorte de direction globale, mais c'est pas... C'est une direction, mais on sait qu'on est en retard sur le développement des renouvelables, par exemple, on est très en retard sur la rénovation des bâtiments, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas fait assez d'efforts, donc clairement on peut discuter du document. Après, il y a différentes sensibilités, on va trouver différents scénarios de prospective, il y en a beaucoup qui sont sortis récemment pour atteindre le même objectif, mais qui n'ont pas la même vision, c'est-à-dire que certains on pense qu'on va plus pouvoir jouer sur l'efficacité, d'autres qui vont penser qu'on va plus pouvoir jouer sur l'usage et la sobriété, et donc il y a plusieurs personnes vont avoir différents, ou plusieurs cabinets, ou plusieurs organismes vont avoir différentes visions. Ce qui est clair et ce qui est vraiment extrêmement important à réaliser, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut déjà, non, on ne fait pas ce qu'il y a dans la PPE, et c'est vraiment la première chose. On est en campagne, normalement en campagne présidentielle, et on entend très très peu parler d'énergie et de climat, et c'est pas une très très bonne nouvelle, puisque on doit agir de façon urgente, et en France en plus les actions ça devrait vraiment être les bâtiments, parce que ce qui émet le plus en France c'est le chauffage résidentiel, c'est les bâtiments, c'est le transport, c'est vraiment là où ça doit jouer, et on sait qu'il y a des problèmes en France nos champions automobiles sont plutôt bons dans les moteurs thermiques, alors Renault a fait quand même pas mal de voitures électriques, et il faut que cette industrie aussi se transforme et qu'on électrifie le transport, et ça a plein d'avantages en fait l'électrification, puisqu'encore une fois on gagne énormément en efficacité. Si on regarde la stratégie nationale bas carbone prévoit qu'on va utiliser 40% d'énergie en moins d'ici 30 ans. Et en fait, cette baisse d'énergie, en très grande partie, c'est mécanique. C'est parce qu'on va utiliser des pompes à chaleur, on va utiliser des chaudières à gaz, c'est parce qu'on va utiliser des voitures électriques à la place des voitures thermiques. Et tout ça, en fait, on a le même usage, ou presque, mais avec beaucoup moins d'énergie, parce qu'on a un rendement bien meilleur. Alors justement, on va parler effectivement de l'élection présidentielle. Je rappelle le chiffre qui avait été sorti, qui avait été calculé sur une semaine, c'était 2,7% du temps d'antenne consacré à la présidentielle qui était consacré au climat et aux enjeux énergétiques. Donc effectivement, assez peu, d'autant plus qu'en plus en ce moment avec l'Ukraine, je pense que on a encore réduit la part consacrée à l'élection présidentielle. C'est justement sur la voiture électrique, parce que c'est un sujet de débat qu'on a déjà traité, sur lequel j'ai énormément de mal à me faire une opinion. D'une part, on a l'impression qu'effectivement l'enjeu évident, c'est qu'une voiture électrique évite d'utiliser du pétrole. D'autre part, on a entendu effectivement pas mal de sources, notamment dans le domaine minier, qui parlent alors soit du problème des terres rares, peut-être nous expliquer un peu ce que c'est, vous dire en fait que l'extraction tout simplement des métaux, et une voiture est composée en très grande partie de métal, est terriblement énergivore, que les mines aussi ne fonctionnent pas à l'énergie renouvelable, et que du coup en fait parfois on se pose la question effectivement de est-ce qu'il faut vraiment passer à la voiture électrique, est-ce que c'est vraiment meilleur? C'est quoi un peu ton avis sur le sujet? Et peut-être expliquer des ordres de grandeur aussi. Déjà en ordre de grandeur, 8 à 10% de l'énergie dans le monde c'est pour extraire des métaux. Donc ça fixe un peu les choses. La voiture électrique, donc déjà quand on veut discuter de ce genre de choses, il faut faire ce qu'on appelle de l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire regarder de la fabrication de la voiture, son utilisation, le nombre de kilomètres qu'elle va faire et le recyclage. Si on regarde sur l'ensemble de l'analyse de cycle, et il faut aussi prendre en compte que les choses bougent rapidement quand même, il y a pas mal de progrès, il y a pas mal de choses qui se passent, donc si on prend des données d'il y a 10 ans, on peut avoir une image un peu biaisée. Ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays du monde ou presque, quand on prend la CV, c'est mieux d'avoir une voiture électrique en termes d'émissions de CO2 que d'avoir une voiture thermique. Même en Chine,
les données les plus récentes sont sorties la dernière ou en 2020, montrent qu'on est à quand même 10-15% d'émissions de CO2 en moins. D'accord, même en Chine où l'électricité est très fortement carbonée. Parce qu'on gagne en efficacité. Alors, c'est que ça reste pas idéal, c'est pas beaucoup, 10-15%, c'est mieux que rien, mais ça montre que même dans un mix qui est quand même pas favorable comme ça, c'est pas très intéressant. Alors, dans un mix qui est beaucoup plus moins carboné comme la France, oui, ça vaut le coup. La question, c'est une question fondamentale dans l'énergie qui est très mal discutée, c'est qu'on va passer en fait d'un système qui est basé sur la combustion de sources fossiles à un système qui va être basé principalement sur des métaux. Parce qu'en fait, les sources d'énergie qu'on va développer, les renouvelables, par exemple, vont avoir besoin de grandes quantités de métaux, beaucoup plus que l'équivalent en charbon. Par contre, ce qu'on oublie souvent dans cette discussion, c'est qu'une centrale électrique au charbon d'1 gigawatt, donc l'équivalent de la taille d'un de nos réacteurs nucléaires, ça consomme 9000 tonnes de charbon par jour. D'accord ? Donc c'est des quantités énormes. Donc oui... 9000 par jour. En fait, c'est-à-dire 9 millions de kilos de charbon par jour. Ouais. C'est absolument gigantesque. Et ce qu'il faut, en fait... pourquoi je mentionne ça ? Parce que oui, on va avoir besoin de métaux. Oui, là, les demandes en métaux vont augmenter. Mais si on regarde, on compare les besoins en métaux et les besoins qu'on a en extraction en ce moment, en fait, c'est gagnant. Parce que les métaux, on les utilise, on les brûle pas, ils disparaissent pas, on peut les recycler. Alors, il y a des limites sur le recyclage, etc. Mais on diminue quand même beaucoup les externalités négatives quand on passe sur une économie basée sur des métaux par rapport à une économie basée sur les fossiles. Et les fossiles, c'est les émissions de CO2, mais c'est aussi des émissions de particules pour le charbon, c'est aussi des pollutions des sols. On sait qu'il y a plein de discussions sur le fracking, l'extraction de pétrole de roche-mère aux États-Unis, etc. Donc il y a énormément d'externalités. Maintenant, il y a une vraie question sur les métaux aussi, c'est qu'effectivement une mine c'est pas propre, c'est pas hyper, c'est pas joyeux, et donc il y a des vrais efforts à faire sur la partie extraction, etc. Mais il faut quand même se souvenir que dans l'ensemble c'est quand même une bonne chose. Maintenant il faut, comme la demande va monter à partir de maintenant, c'est le bon moment de penser en termes de gouvernance, en s'assurant que c'est pas des enfants qui vont chercher le cobalt qu'on a besoin, etc. Et il y a certains métaux effectivement qui sont un peu plus durs à aller chercher que d'autres, qui sont un peu moins abondants. Et une chose, on parle beaucoup d'indépendance énergétique en ce moment, ce qui est un petit peu drôle puisqu'on s'aperçoit en fait que en Europe, plus de 90% du pétrole, du gaz, c'est moins pour le charbon, mais moins que pétrole et gaz, plus de 90% vient de l'étranger. Donc on est extrêmement dépendant de différents pays. Et si on regarde la France, les pays d'où on achète le pétrole, c'est la Russie, c'est le Nigeria, c'est des pays qui sont quand même pas hyper démocratiques, donc ça pose question. Par contre, en fait, le marché du pétrole, il est très diversifié par rapport au marché des métaux. Souvent, les métaux, le cobalt, il y a 4-5 pays dans le monde qui produisent du cobalt. Donc, il faut faire attention quand on parle de dépendance, qu'on va avoir besoin de métaux. Donc, à terme, quand on aura transformé le système, oui, on sera un peu plus résilient puisque l'installation est déjà là. Donc, si on n'a pas de métaux pendant quelques temps, on a quand même déjà une infrastructure. Par contre, dans les années à venir, on aura besoin de métaux et il faut penser en termes de criticité, c'est-à-dire de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Ok. Quelques petites questions très rapidement. Et Claudius nous dit faites du vélo. Oui, le vélo, c'est le moyen de transport le plus efficace énergétiquement qu'on ait jamais inventé. Même plus efficace que la marche à pied. C'est-à-dire qu'on dépense moins d'énergie à se déplacer à vélo. Ça dépend de la pente. Bon, si on est à Paris, ça va. Mais oui, sur terrain plat, le vélo est beaucoup plus efficace que la marche. Petite question rapide, pareil. Pourquoi ne peut-on pas avoir de voitures atomiques comme les sous-marins ? Alors, on a déjà du mal à construire des centrales nucléaires où c'est bien centralisé, que ça ne bouge pas, parce que les gens n'aiment pas ça. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait envie d'avoir des choses qui se baladent un peu partout. Après, il y a une question de taille aussi, parce qu'on n'est pas forcément capable de générer suffisamment d'énergie, etc. Donc, ce n'est pas super intéressant. Donc, non, a priori, ce sera plutôt des voitures électriques à batterie. Très bien. Est-ce que alors il y avait deux questions effectivement peut-être qu'on a un peu passées. Yogamoke qui demandait combien d'arbres il faut planter. Je pense pouvoir déjà répondre en disant que ça se résume pas à ça et on a retenu de ton intervention que fallait d'abord réduire les émissions plutôt que juste planter des arbres. Mais tu peux confirmer qu'on ne résoudra pas le réchauffement climatique en faisant que planter des arbres. Non, parce qu'il y a un problème d'échelle de temps. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour qu'une forêt ou qu'un arbre capte du carbone. Et donc la question, c'est si le carbone est absorbé par un arbre sur une trentaine d'années et que nous, on l'a émis en une année, il y a un problème de savoir est-ce que vraiment c'est la même chose. Donc la première des choses, c'est d'une, d'arrêter d'en couper, les arbres, ce serait pas mal. Et de deux, parce qu'en plus c'est pour la biodiversité, ce serait pas mal aussi. Et de deux, c'est surtout, et premièrement d'ailleurs, c'est d'abord d'arrêter d'émettre. Ouais. Ok, alors une question pour revenir un petit peu en arrière, là, on revenait un peu sur les stratégies et les dynamiques. Du coup, c'est quoi votre vision ? Est-ce qu'elle est optimiste sur notre capacité à changer de modèle de société rapidement, sachant que, on l'a dit, là,
en tout cas cette année, on n'est pas vraiment sur la bonne pente. Et que, encore une fois, on l'a répété, ça semble pas être un sujet de préoccupation premier chez les candidats et candidates à l'élection présidentielle qui aura lieu en avril. Alors, est-ce que je suis optimiste? Je sais pas, je vais pas répondre. Clairement, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Et il y a des choses qui sont extrêmement importantes à se souvenir, c'est que ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est le fait de transformer complètement notre système énergétique. Alors on pourrait élargir, il y a peut-être d'autres choses à transformer, mais si on se concentre sur l'énergie, la transition énergétique qu'on doit faire est unique parce que c'est la première fois qu'elle nous est imposée. La raison pour laquelle on transforme notre système énergétique, c'est d'abord parce qu'on est persuadé, et j'espère que tout le monde est persuadé, que le changement climatique est un vrai problème. Et donc il y a tout intérêt à changer pour essayer de limiter les conséquences qu'il y aura quand même, c'est ce que le rapport qui est sorti lundi montre, parce que le climat s'est déjà réchauffé d'1,2 degré. Donc cette transition elle nous est imposée d'une par le climat, deux parce qu'on s'aperçoit aussi que, comme on l'a dit tout à l'heure, à la vitesse à laquelle on utilise les ressources, même si on en a encore pour 40, 50, 100 ans, je sais pas, il y a quand même une question à un moment ou à un autre où on n'en aura plus et c'est moins difficile à trouver. Donc c'est quelque chose qui nous est imposé. Et pourquoi c'est important? Parce que quand quelque chose est imposé, on traîne les pieds. Parce que notre système il est hyper efficace. Quelque chose qu'on oublie souvent en fait dans le système énergétique, c'est l'efficacité de tout ce qu'on a pu développer. Les moteurs diesel, je ne sais pas si vous savez, les moteurs diesel les plus efficaces au monde, c'est ceux qui permettent aux bateaux de se déplacer sur des dizaines de milliers de kilomètres. C'est des merveilles de technologie, c'est des trucs qu'on a améliorés. Les premiers moteurs, c'était quelques pourcents d'efficacité. 70 ans plus tard, on a atteint 50% d'efficacité. Donc on est extrêmement bon à perfectionner ça. C'est des choses qui sont quasiment jamais en panne quand ils partent pas en crabe dans le canal de Suez. Ça fonctionne tout le temps. Un moteur d'avion, c'est extrêmement fiable. Le taux de panne est très faible. Donc on est sur un système où on est habitué à avoir beaucoup d'énergie et à l'avoir à la demande, un système qui est extrêmement fiable, et les choses qu'on doit développer, elles sont moins pratiques. C'est-à-dire les renouvelables, elles ont plein d'avantages, mais on est dépendant des conditions météo, alors qu'on ne l'est pas quand on va extraire du pétrole. Et tout ça, ça implique en fait des difficultés en plus. C'est pas impossible, mais ça implique des difficultés, et tout ça, ça s'accumule et fait qu'on ne va pas malheureusement passer vite. En plus, ça coûte cher. Il faut transformer le système énergétique, ça coûte très cher. Ce que j'allais dire, c'est ce que vous disiez dans un article que vous avez écrit récemment, c'est ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'aujourd'hui, ça suppose de renoncer à des actifs qui sont encore exploitables, dans lesquels des investisseurs ont parfois investi beaucoup d'argent. Alors je ne sais pas si c'est le bon chiffre, mais je crois que vous évoquez 1400 milliards d'actifs qu'il faudra tout simplement décider d'abandonner. Alors ouais, ce chiffre concerne principalement les centrales à charbon. Ouais. C'est-à-dire que si on est sérieux et qu'on dit il faut arrêter le charbon d'ici 20 à 30 ans, il y a un grand nombre je sais plus, c'est 5000 centrales à charbon dans le monde, je crois, à l'heure actuelle. Juste pour fixer un petit peu les ordres de grandeur, entre 2004 et 2015, la Chine construisait chaque année entre 40 et 60 gigawatts de charbon par an. 60 gigawatts, c'est la puissance totale du parc nucléaire français. Donc sur 10 ans, chaque année, la Chine ajoutait à son parc électrique la capacité française en charbon. Même en Chine, une centrale à charbon, c'est 1 à 2 milliards d'euros par gigawatt. Donc c'est censé durer 30-40 ans. Donc on voit bien le problème, c'est que ces investissements ne sont pas amortis, et si on veut sortir en fait des combustibles fossiles, il va falloir accepter qu'on paye pour fermer ces choses-là parce qu'elles ne seront pas encore amorties. Et si on fait le compte, c'est une publication qui est sortie il n'y a pas très longtemps, si on est sérieux, d'ici 2050, c'est après 1400 milliards d'euros d'actifs qu'il faut échouer en gros, et c'est une vraie question en fait. Et justement, c'est qui ces investisseurs aujourd'hui? Est-ce que c'est que des pays? Est-ce que c'est nous via des fonds de pension? Est-ce que c'est quelques personnes? Est-ce que c'est qui devrait potentiellement s'asseoir sur son argent? Ça c'est une vraie question. Donc je n'ai pas trop de billes sur qui a investi, etc. Par contre, il y a énormément de discussions sur comment on finance l'arrêt de ces choses-là, et il y a plein de réflexions sur est-ce que les États disent voilà, nous on arrive et puis on met l'argent et voilà, tant pis, parce que pour le climat, si on fait une analyse coût-bénéfice, peut-être que c'est quand même intéressant de perdre de l'argent maintenant et d'éviter des dommages plus tard. Donc c'est des vraies questions qui en ce moment, quel est le meilleur mécanisme pour faire? Pourquoi? Parce que le marché ne va pas nous inciter à le faire. Et notamment, c'est ce qu'on disait pour 2021, on a vu un retour vers le charbon, une augmentation de la production de charbon. Pourquoi? Parce que c'était plus facile à récupérer, que c'était un peu moins cher. Donc si on attend que le marché le fasse, il faut que les prix baissent, mais ce n'est pas suffisamment le cas pour l'instant, même si le photovoltaïque est intéressant dans plein de régions. Donc a priori, il faudra des actions fortes.
Alors ça peut passer par une taxe carbone aussi qui fait que c'est de plus en plus cher d'utiliser ces centrales. Et ça marche, mais ça a une conséquence pour tout le monde. Donc j'ai pas vraiment de réponse, il y a plein de mécanismes qui sont à l'étude, mais il y en a un qui est, oui, les États devraient peut-être dire, voilà, on rachète telle centrale, on la ferme. Et après, je voudrais juste quand même mentionner ça, parce que c'est un truc qu'on oublie souvent. Donc il y a ça, il faut déjà fermer les centrales et trouver comment on finance ça. Mais il faut savoir aussi ce qu'on fait, il faut que je le dise poliment, mais il y a des gens qui travaillent dans ces centrales, et c'est aussi une activité économique autour de ces centrales. Et la question, souvent, alors en France, on a quasiment plus de centrales à charbon, mais si on veut fermer les centrales nucléaires, on aura cette question. Les gens vont peut-être pas retrouver du travail au même endroit, et donc c'est une vraie question, comment on gère ça. Sur un pays comme les États-Unis, c'est un vrai problème, parce que le territoire est énorme, et les centrales à charbon qui sont fermées et les renouvelables qui sont installées ne sont pas du tout au même endroit. Et donc ça pose vraiment une question, et souvent il y a des villes qui ne sont pas très très grandes, qui dépendent d'une centrale à charbon, et donc il y a une vraie question sociale derrière aussi. Tu parlais d'une initiative avant l'émission qui peut surprendre un peu, qui était de racheter des centrales à charbon ou des mines de charbon pour les fermer. Qui pourrait faire ça? Est-ce que c'est un vrai projet quand on entend les ordres de grandeur 1400 milliards si on faisait un financement participatif, si on lance une cagnotte sur Ulule, ça risque d'être un peu compliqué. Déjà pour notre hors-série, on a du mal à récolter une fraction de ça. Mais du coup, non, blague à part, comment est-ce qu'on récolte ça Alors comment on récolte, je sais pas. L'idée de base, c'est de dire si on est capable d'acheter ces mines et en fait de les détenir et donc de bloquer leur utilisation, elles ne pourront pas être utilisées. Donc c'est en fait, on tarit la source. Comme a priori la demande est quand même forte, on dit voilà, on va tarir à la source, soit on rachète des centrales, on les ferme, soit on rachète des mines et on les ferme. Et donc il y a des discussions, notamment il y a plein de discussions au niveau des taxes carbone et des crédits carbone, de dire c'est des émissions évitées, c'est-à-dire que si on achète... on pourrait financer ça avec ça. Alors c'est peut-être un mécanisme, alors tout ça c'est très embryonnaire, mais il y a un milliardaire australien, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, qui a annoncé qu'il allait acheter une mine de charbon en Australie. Donc ça reste extrêmement... Pour la fermer, oui, pour la oui, alors... Après, on verra ce qu'il en fait réellement. Mais... Si la crise énergétique dure longtemps et qu'il a besoin d'argent, je ne peux pas vous garantir, mais ça montre en fait qu'il y a une vraie question de savoir comment on se passe de ces choses-là. Et il y a une grosse question sur le pétrole, en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à réduire l'offre aussi, puisque on peut retourner ça comme on veut, tant qu'il y a de la demande, il y a de l'offre, tant qu'il y a de l'offre, il y a de la demande. Mais c'est un paradoxe, c'est que la demande ne baisse pas encore en pétrole, et c'est un vrai problème, parce qu'il faudrait qu'elle baisse. Et certains disent si on baisse l'offre, on n'aura pas le choix, parce que s'il y a moins de pétrole, on devra faire avec moins. Mais alors, ça m'amène à une question du chat, et on l'a vu, on a parlé un peu de la PPE, mais on a vite dévié vers les questions... Non, mais en fait, c'est lourd. C'est assez logique, on a vite dévié sur des questions à une échelle plutôt planétaire. Donc la question du chat, c'est est-ce que l'échelle nationale, c'est la bonne échelle pour traiter la question de l'énergie? Est-ce que ça a du sens de définir des stratégies nationales? Alors qu'en réalité, on le voit... Et c'est d'ailleurs un discours de certains candidats à la présidentielle qui... alors ça peut être plus une excuse qu'un discours, mais qui disent en fait... De toute façon, le réchauffement climatique, c'est la Chine et les États-Unis, donc... il y a un chiffre qu'on entend souvent, c'est je crois la France, c'est 1% des émissions. Alors, à ça, on rétorque parfois aussi, c'est 1%, mais pour moins d'1% de la population, quand même. Et que c'est 1%, mais surtout sur les émissions cumulées, on est à beaucoup plus qu'1%. Mais effectivement, est-ce que quelque part, au-delà de ça, est-ce que effectivement la nation, c'est la bonne échelle pour parler d'énergie? Est-ce que quelque part, la France, vu qu'on représente très peu, en fait, on pourrait se dire, le problème, c'est pas nous, quoi. Alors, il y a deux points. Il y a le point de la responsabilité historique, c'est-à-dire qu'on émet du carbone depuis très longtemps, et donc si on prend j'ai pas le chiffre, mais c'est beaucoup plus que 1% si on prend les émissions historiques. D'ailleurs, cumulé, alors en émissions annuelles, la Chine c'est plus du quart des émissions mondiales. Par contre, en émissions, alors ça change vite, mais en émissions cumulées, c'est à peine 12%. En émissions cumulées, c'est les États-Unis, le pays qui a émis le plus. Et d'ailleurs, on parlait de charbon tout à l'heure, en cumulé, 50% des émissions de CO2 cumulées depuis 1800, c'est du charbon. Okay. Juste pour fixer un peu d'ordre. Donc on entend cet argument souvent. Il y en a un pour contrer ça, c'est dire ok, donc d'une, il y a une responsabilité historique parce qu'on a commencé à émettre avant. Deux, on a une responsabilité historique parce qu'en développant un modèle basé sur ces énergies, c'est aussi pour ça que les Chinois se sont mis à le faire, c'est que c'était le modèle qui s'est imposé. Et la troisième chose, c'est on a un rôle de modèle en fait. On est un pays riches, développés, et donc si les pays développés ne font pas d'efforts pour transformer leur système énergétique, et aussi, et c'était un des enjeux de la COP26, et aussi pour aider les autres pays à se transformer,
et ben personne ne le fera en fait. Donc c'est un peu la course de si personne ne part en premier, on n'arrivera jamais nulle part, et donc il faut qu'il y ait certains pays qui prennent un peu le leadership et qui montrent, et on pourrait attendre par exemple que les États-Unis soient un peu plus volontaristes là-dessus. Alors ça a changé maintenant qu'on n'a plus Trump, mais quand même. Donc c'est ça. Donc est-ce que l'échelle nationale est intéressante? Au niveau de l'énergie, oui, parce que par exemple la production électrique c'est principalement une production nationale. Ouais. Alors il y a beaucoup de discussions et c'est intéressant de développer le réseau européen. Il y a déjà des interconnexions entre la France, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la France, l'Espagne. Ça va se développer dans le futur parce que le système va être un peu plus flexible. Donc oui, c'est une vraie, c'est intéressant de parler au niveau national, et aussi parce que les énergies, on va en fait réinternaliser beaucoup de la production énergétique. C'est-à-dire qu'on s'était habitué à ce que le pétrole était extrait dans des pays très loin de chez nous, on le récupérait, on le raffinait, etc. Mais une grosse partie de l'infrastructure était ailleurs. Pareil pour le charbon, pareil pour le gaz. Si on passe sur des énergies renouvelables, on ramène des choses. C'est aussi un point de crispation, parce que les choses deviennent plus visibles. Quand on va faire du biogaz, c'est pareil, on voit des méthaniseurs un peu partout. Coucou les éoliennes et les méthaniseurs, effectivement. Oui, exactement. Donc ça crispe parce qu'on rend visible quelque chose qui était un peu invisible. Mais il y a une vraie discussion à l'échelle territoriale, comment on produit de l'énergie, comment on la distribue, etc. Donc oui, c'est quand même le bon mécanisme. Et plus on va électrifier, plus en fait on va dépendre localement en fait des choses, puisqu'on va moins importer de choses qui viennent de l'extérieur. Alors du coup, la question qui vient naturellement après, c'est comment on électrifie. Alors c'est sûr qu'en préparant l'interview, on avait plein de questions, notamment sur le nucléaire. On parlait de la PPE, l'objectif de la PPE, je le rappelle, c'est de baisser à 50% la part du nucléaire. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Je sens que le nucléaire est un des rares débats qui a vu le jour quand même dans les élections présidentielles, mais ça représente, de mémoire, le nucléaire c'est 80% de l'électricité produite en France. Ouais, c'est un peu moins parce que ça baisse un petit peu. Mais c'est 12% de l'énergie consommée en France, c'est ça? Alors, lors de on est à peu près en ce moment à 70% de l'électricité qui est produite par le nucléaire, et l'électricité en France c'est à peu près 23% de l'énergie finale. Donc c'est qu'une petite partie de notre énergie. Donc si on fait le compte, ça doit faire ça 12-13%. Mais bon, si on électrifie, ça a vocation à être une part plus importante du coup. Alors oui, c'est le paradoxe intéressant du futur, c'est que on va consommer moins d'énergie finale, on va dire à peu près 40% en moins d'ici 30 ans. Par contre, on va consommer beaucoup plus d'électricité. Et donc l'électricité, c'est à peu près 23% de notre énergie finale en ce moment, ça va monter normalement dans les 50-60%. RTE prévoit à peu près 55% sur son scénario de base. RTE, c'est le gestionnaire du réseau de distribution électrique. Donc, mais tous les scénarios s'accordent là-dessus, l'électricité va devenir la majorité ou presque dans notre mix électrique. Alors, le nucléaire, sa part doit baisser à 50%. C'était d'abord dans la loi TECV, Transition énergétique et croissance verte, je crois le nom. Donc c'était principalement une décision politique à la base. En fait, ce qu'on remarque, et c'est un peu un paradoxe que beaucoup de gens n'ont pas encore vraiment compris, je pense même des politiques, c'est que souvent en France on dit, et c'est vrai, la France est un des 3 meilleurs pays en termes d'intensité carbone de l'électricité. C'est-à-dire que notre électricité est une des moins carbonées du monde. Donc ça c'est très très bien. Ça c'est principalement dû au nucléaire. C'est principalement du nucléaire, et c'est principalement dû au choix dans les années 70 de développer très fortement le nucléaire. Donc on a diminué l'intensité carbone de l'électricité. Donc ça c'est très bien, sauf que nos centrales, elles ont été construites principalement entre 70 et 90, donc sur 20 ans. On a 56 centrales à l'heure actuelle en opération, et elles vieillissent. Il y en a plusieurs qui ont déjà passé les 40 ans, et évidemment elles vieillissent d'un an tous les ans, ça c'est logique. Comme on a depuis 20 ans, on a lancé une centrale en construction qui est Flamanville. Toujours en construction. Qui est d'ailleurs toujours en construction, ce qui est un vrai problème. On se retrouve dans une situation en France où les efforts à faire dans les 30 prochaines années, parce qu'on doit renouveler le parc nucléaire, ou au moins une partie du parc, ça dépend combien on en veut, on doit développer fortement les renouvelables, on doit développer fortement le réseau. En fait, quand on regarde la transition énergétique en France, on part de plus bas en termes d'émissions, donc ça c'est bien en termes d'émissions pour l'électricité. Par contre, on a la même chose à faire que les autres pays parce qu'il faut renouveler complètement le système. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de limiter le nucléaire? En fait, ce qu'on voit dans les scénarios que RTE a fait, donc les scénarios de prospective, c'est que comme on n'a plus vraiment de savoir-faire sur la construction de centrales, puisqu'on est en train d'en construire une qui est en construction depuis une quinzaine d'années, qui est Flamanville, et c'est pas vraiment un succès malheureusement. Alors c'était une tête de série, il y a plein de raisons. On pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est 14 réacteurs d'ici 30 ans, 14 EPR qui ont une puissance d'à peu près 1,6 GW, donc ça ferait à peu près 25 GW de nucléaire en plus. Si on prolonge au maximum les centrales jusqu'à 60 ans, enfin on essaie de les pousser au maximum en durée de vie, on s'aperçoit que de rester à 50% de nucléaire, c'est déjà compliqué.
Donc il y a quelques années, c'était peut-être pas une super idée, hein, parce que ça n'a pas forcément eu que des conséquences intéressantes. Maintenant, on se dit que si on arrive à rester à 50% nucléaire, au final, c'est pas mal, il faut déjà être volontariste. Donc il y a un peu un petit peu un catch là-dedans. Okay. Ça amène une petite question qui est revenue déjà plusieurs fois, et que la crise ukrainienne a aussi remis un peu sur le devant de la scène, qui était de dire effectivement, est-ce qu'il pourrait y avoir du nucléaire armé, c'est-à-dire est-ce que la France pourrait garder sa capacité de dissuasion nucléaire sans nucléaire civil? On sait que il y a des choix technologiques, je ne sais pas si tu as la réponse d'ailleurs, mais on sait qu'il y a des choix technologiques qui ont été faits justement pour permettre aussi un développement conjoint du nucléaire civil avec une bombe nucléaire. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait se passer du nucléaire civil et quand même garder une capacité de dissuasion nucléaire? Oui, alors c'était ça. Alors d'une, je ne suis pas un expert en dissuasion. Au tout début, les tout premiers réacteurs qu'on avait, oui, effectivement, il y avait une vocation aussi à aider le programme nucléaire militaire. C'est plus le cas du tout, ils sont découplés. Okay. Et donc, on pourrait arrêter le programme militaire et garder le programme civil et inversement. Okay. Et après, je passe. C'est une réponse très claire. En fait, ils sont vraiment disjoints. C'est important de le mentionner maintenant. Il n'y a plus de lien entre. L'industrie nucléaire civile ne dépend pas du ministère de la Défense et vice-versa. Donc, c'est des choses qui sont totalement séparées. Donc, si on décide d'arrêter le nucléaire, ça ne remet pas en cause la dissuasion nucléaire. Et réciproquement, oui. C'est des processus assez semblables d'enrichissement, alors peut-être pas au même niveau, mais c'est les mêmes infrastructures qui sont nécessaires pour, dans les deux cas pour les combustibles, non? Alors pour le combustible militaire, je ne sais pas, pour être totalement honnête. Après, c'est des quantités qui sont beaucoup plus faibles. Donc franchement, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Ok, bon, non, mais c'est très clair. Et du coup, alors, bon, on l'a dit, il y a l'EPR Flamanville qui est en cours de construction depuis un moment. Il y a quand même eu Taishan en Chine. Je crois qu'il y a des EPR qui sont en construction. Taishan en Chine, qui est un autre EPR, effectivement. Ouais, qui a deux tranches d'EPR, deux réacteurs nucléaires d'ailleurs. Et la Finlande aussi, et l'Angleterre. L'Angleterre, EDF développe des EPR en Angleterre. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on récupère petit à petit une capacité à construire du nucléaire civil conventionnel, je dirais? Alors, oui, alors donc il y a quelques. Je crois que dans le monde à l'heure actuelle, il y a près 50 réacteurs en construction, donc c'est pas tous des EPR, c'est différentes entreprises. C'est beaucoup et peu à la fois, puisque en parallèle, il y a 500 centrales à charbon qui sont en planification, en construction, donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et quand on regarde la Chine, l'année dernière a installé 100 gigawatts de renouvelables. Donc oui, il y a une sorte de petite reprise du nucléaire, ça reste quand même très timide, et c'est une problématique parce que en ce moment le nucléaire est très cher à construire. Pourquoi? Parce qu'on en construit moins et qu'on a du mal à les construire. Et moins on en construit, plus on a du mal. Et donc, pour l'instant, on est un peu dans un mauvais passage. Il y a des choses qui se passent. Hinkley Point en Angleterre, par exemple, il y a quand même des retours d'expérience qui ont été pris en compte par rapport à Flamanville. Donc, ça se passe quand même mieux. Il y a eu des retards au début, mais ça se passe quand même mieux. Mais ça pose une vraie question qui est quelle est la capacité qu'on a encore? Parce que quand on ne construit pas de réacteur pendant 20 ans, l'activité de construction elle diminue naturellement, les gens sont bons, etc. Et c'est un vrai doute que certains mettent en avant. Est-ce qu'on a encore les capacités à relancer de la construction? Donc l'idée qu'il y a en France en ce moment, c'est de dire on va lancer une commande de 6 EPR2. Alors on va lancer, on pourrait lancer, parce que ça dépend qui sera élu aussi. Mais l'idée c'est on partirait sur 6 EPR2, ça fait 3 paires. En général, les réacteurs nucléaires, on les construit par paire. C'est un peu comme dans Star Wars, toujours par 2. Parce que ça permet de mutualiser. On parle des sites là, on est d'accord. Exactement. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne rêve pour rassurer les gens. C'est vrai aussi. C'est vrai. Mais tout aucun risque. D'ailleurs, en fait, le PR de Flamanville, on l'a construit à 1, et peut-être que c'est pour ça que ça va marcher. Bref. Donc, normalement, on les construit par 2. Et l'idée, c'était de dire on commence par 6. Ça permet de voir si on est capable de remettre la machine en route, de standardiser. Et en principe, le 6e réacteur devrait être moins cher que le premier parce qu'on a de l'apprentissage, etc. Et ça nous permettra de juger est-ce qu'on en relance 8 quand on voit les progrès, etc. Ou est-ce qu'on dit non, vraiment, on n'y arrive plus du tout, on fait autre chose. La difficulté, il faut aussi s'en rendre compte, c'est que si on décidait, et c'est encore un truc qu'on l'a pas fait, ça fait des années qu'on discute d'EPR, si on décidait maintenant de faire un EPR, on pense qu'il arriverait en opération entre 2035 et 2037, certains vont me dire 2040. En gros, les 13 prochaines années, il n'y a pas d'autre réacteur nucléaire en France qui arrivera, à part Flamanville.
Ce qui signifie que quoi qu'on veuille, on n'a pas le choix sur les années à venir. La seule levier qui nous reste pour la production électrique, c'est les renouvelables en fait. On est dans une situation où un scénario où on n'a pas besoin de renouvelables, ça n'existe pas, puisqu'on a un problème de 12-13 ans. Et la question c'est... À minima. Oui, à minima, en étant un peu optimiste. Il y a des raisons pour lesquelles on pourrait être un peu plus optimiste, d'autres pour pas, bref. Mais c'est à peu près ça, et c'est important de comprendre en fait qu'on est bloqué par ça, parce qu'il y a des procédés qui prennent du temps, l'autorité de sûreté nucléaire, il faut quelques années pour donner la licence nucléaire, donc il y a déjà le processus de certification, et vous commencez pas à construire avant d'avoir la certification, et ensuite il y a le temps de construction, etc. Donc on est dans une situation où c'est bien beau de s'opposer aux éoliennes ou aux panneaux solaires, sauf que si on est vraiment pragmatique et qu'on regarde les choses, et voilà, sinon c'est prendre ce qu'on appelle un risque. Alors, quand on parle de nucléaire, on dit risque tout de suite, c'est un défi, c'est un pari plutôt. C'est-à-dire que plus on peut prolonger les centrales, on voit que là des centrales sont certifiées maintenant pour... Est-ce qu'on parle chez DEF du projet de grand carénage qui consisterait à prolonger... c'est déjà en cours, il y a déjà plusieurs réacteurs qui ont passé ce qu'on appelle... je pourrais expliquer. En France, les réacteurs nucléaires sont certifiés tous les 10 ans. Donc, tous les 10 ans, il y a ce qu'on appelle une visite décennale où il y a une inspection complète de tout le réacteur, l'enceinte, on vérifie que tout est encore aux normes. On en profite pour mettre le réacteur aux normes avec les normes de sécurité les plus modernes, donc on le remet à jour. Et on vérifie en fait l'ensemble des composants critiques et on dit ok, il peut encore fonctionner pendant 10 ans et donc on redonne une licence pour 10 ans. Et ça se fait régulièrement. Donc là on en est à la 4e décennale pour les premiers réacteurs. Il y a déjà plusieurs réacteurs qui ont passé la 4e visite, donc ils ont déjà plus de 40 ans, ils vont tourner jusqu'à 50 ans. Et ça, on fait tous les 10 ans. Sauf qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Pour l'instant, les réacteurs vieillissent bien. Et tout se passe plutôt pas mal. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a quelques problèmes de fissures en ce moment ou de corrosion. Sauf que c'est les réacteurs les plus récents qui sont touchés. Mais la question, c'est une question de pari. C'est-à-dire que si tout se passe bien, oui, on peut peut-être aller jusqu'à 80 ans. Certaines personnes pensent qu'on peut aller jusqu'à 80 ans. Moi, je ne sais pas. C'est juste que plus on attend sans faire autre chose, on prend un pari qu'il n'y a rien qui se passe à un moment. Et donc, la vraie question, c'est si on décide qu'on ne veut absolument pas de renouvelables, pendant les 10 prochaines années, on n'aura pas de nouveaux réacteurs, donc on prend le pari que tout va bien se passer. Si quelque chose se passe, on a un problème, il va falloir aller acheter de l'électricité ailleurs. Ok. Alors, peut-être justement une question du coup sur Internet, qui était quel est votre avis sur les différents scénarios envisagés par RTE? On rappelle, RTE, donc gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a publié 6 scénarios qui ont tous pour finalité d'arriver à une électricité décarbonée d'ici 2050, si je ne me trompe pas. Alors les scénarios sont compatibles avec l'atteinte de la neutralité carbone pour la France en 2050, mais ils se concentrent sur la partie électricité. Ouais. Oui, c'est ça, uniquement sur la partie électricité. Et quid du scénario négawatt? Est-ce que le scénario négawatt est finalement l'un de ces scénarios de RTE, sachant que les périmètres sont un peu différents? Mais peut-être, du coup, ton avis effectivement sur ces 6 scénarios proposés par RTE, et peut-être dire effectivement ce qu'ils recouvrent, et est-ce qu'ils sont réalistes, est-ce qu'on en prend la direction pareille? Et un petit complément de question qui est posé aussi, c'est que quand ils sont sortis, il y a eu pas mal de réactions. Certains qui jugeaient que c'était des scénarios qui étaient plutôt orientés nucléaires, disons. Et du coup, la question complémentaire du chat aussi, c'est quid du scénario négawatt, qui, je rappelle, a développé un scénario 100% renouvelable. Il y avait un scénario sans nucléaire chez RTE. Ouais, sur les 6. Dans les 6 scénarios RTE, alors ils ont des noms avec des acronymes et des lettres et des chiffres, je me mélange tout le temps. Les acronymes, ils aiment, c'est je crois que c'est N1, N2, N3 et puis N1, N2, N3, bref. Donc on va du 100% renouvelable à peu près 50% nucléaire, 50% renouvelable. Et en fait, le scénario le plus nucléarisé, c'est le scénario avec 14 EPR d'ici 2050. Alors certains disent pourquoi on n'est pas les plus hauts, parce que la filière disait on ne peut pas faire plus. Donc c'était un peu la borne haute au niveau nucléaire. Et après, il y a différentes variantes avec différents choix. Alors, avant de dire ce que je pense, peut-être parce qu'en plus c'est mon métier, mais c'est de la prospective, c'est-à-dire qu'on a un objectif et on étudie les chemins possibles pour arriver à cet objectif. Et donc ça implique de déployer certaines technologies. Donc si on fait un choix, par exemple, de ne pas avoir de nucléaire, ce qui est le choix d'un des scénarios, une variable, c'est à quelle vitesse on ferme les nucléaires, les réacteurs existants, et à quelle vitesse on déploie du renouvelable. Donc ça, c'est les 3 scénarios renouvelables, ils arrivent à 100%. Enfin, il y en a un qui arrive à 100%, il y en a un qui en garde un petit peu, etc. Mais c'est la vitesse à laquelle vous allez fermer des nouveaux réacteurs, vous n'en construisez pas d'autres. Il y a d'autres scénarios où on construit des réacteurs à différentes vitesses. Ce qu'a fait RTE qui est extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont tout pris en compte. C'est-à-dire qu'ils ont calculé, c'est pas seulement combien d'éoliennes et de panneaux solaires il faut construire, c'est tout. C'est combien de stockage, si jamais on est du 100% renouvelable, c'est combien il faut développer le réseau électrique, parce que quand on met des renouvelables, il faut renforcer le réseau à différents endroits, il faut développer le réseau.
Et juste à titre d'indication, une ligne haute tension de 400 kV, donc avec les gros pylônes qu'on voit, c'est à peu près 1 million d'euros le kilomètre quand même. Donc ça donne un peu les chiffres. Et donc ils ont pris en compte l'ensemble de tous les coûts du système et ils ont comparé leurs 6 scénarios. RTE ne dit pas les choses sont possibles ou pas possibles, mais dit certains scénarios ont des paris technologiques plus grands que d'autres. Okay. Notamment le scénario avec 50% nucléaire. Le pari, c'est qu'on arrive à étendre le maximum de réacteurs à 60 ans. Donc ça, c'est un pari qu'on prend. C'est un pari qu'on soit capable de construire 14 réacteurs d'ici 2050. Le pari sur le scénario 100% renouvelable, c'est qu'on est capable de développer du stockage à grande échelle, des capacités de production d'hydrogène, qu'on est capable d'avoir suffisamment d'éoliennes, etc. Donc les scénarios sont possibles avec des conditions nécessaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense ou pas? Moi, je ne sais pas. Par contre, j'ai fait dans ma carrière beaucoup de ce qu'on appelle la gestion de projet. Et si on veut arriver... Alors, en plus, il faut dire que ce sont des scénarios. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'en suivra aucun. On sera quelque part au milieu de ce continuum. C'est juste, quand vous faites de la prospective, vous avez des trajectoires et ça vous permet de voir un peu ce qu'il faut mettre en œuvre. Mais en réalité... on s'approchera peut-être d'un scénario ou d'un autre, mais on ne sait pas. Et puis en plus, avec le temps, peut-être que ça oscillera. Donc il faut aussi s'enlever de la tête. Qui décide à la fin? Est-ce que c'est dans le cadre de la PPE? Est-ce que c'est dans un autre cadre? Oui, c'est dans le cadre de la PPE et c'est le gouvernement qui décidera quelles ambitions ils veulent mettre. Par contre, il faut prendre autre chose en compte. C'est que si vous faites de la gestion de projet et si on dit on veut 14 réacteurs nucléaires d'ici 2050, bon déjà il va falloir commencer à en construire. Mais il est peut-être assez intéressant parce que même ce scénario-là aura besoin de renouvelables. Si on veut absolument respecter l'objectif, il est peut-être intéressant d'aller à fond dans les renouvelables et dans le nucléaire, et au fur et à mesure en fait, d'adapter les choses selon le succès ou pas qu'on a. C'est-à-dire que si on a plus de difficultés que prévu sur le nucléaire, on avait déjà pris de l'avance sur le renouvelable, parce que ce qu'il faut rappeler en même temps, c'est que la demande d'électricité va monter, donc il faudra de toute façon plus d'électricité. Il est assez peu probable qu'on ait trop de capacité de production. Donc si on est plus efficace qu'on pensait sur les renouvelables, d'une, on peut ralentir après pour ajuster, si jamais il faut. Et donc il faut bien garder ça en tête, c'est qu'il ne s'agit pas de suivre forcément un scénario, il s'agit de s'assurer qu'à la fin, on est à peu près où on veut. Parce que le risque, c'est de louper l'objectif, et ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas tolérer. Donc qu'est-ce que je pense de ce scénario? J'ai certaines opinions. Encore une fois, c'est une question de pari technologique. Ce qui montre encore une fois ces scénarios, d'une, ça a fait râler beaucoup de gens, c'est que la façon dont c'était fait, et il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui est aussi complète et qui montre la même chose, c'est que les scénarios 100% renouvelables ne sont pas les moins chers. Donc c'est un peu plus cher d'avoir un scénario 100% renouvelable parce qu'il y a plus de flexibilité, il y a plus de choses. Par contre, si on est totalement aussi honnête, les différences ne sont pas énormes entre les scénarios, et quand on prend en compte les incertitudes et tout, ça va coûter peut-être 100 milliards de moins un scénario avec un peu de nucléaire, plus sans nucléaire. Alors ça peut paraître on est quand même sur cette sorte de grandeur, quoi. Ça peut paraître beaucoup, mais les investissements qui sont nécessaires, je crois que c'est à peu près entre 70 et 100 milliards d'euros par an sur une trentaine d'années. Donc c'est quand même des chiffres qui sont énormes. Donc après, quand vous... savoir le prix de quelque chose maintenant, c'est quelque chose. Il y a le prix, il y a ce qu'on appelle le taux d'intérêt du capital, ça, il faut emprunter du capital. Et donc tout ça, ça joue. Quand on prend en compte toutes les incertitudes, on n'est pas sur le renouvelable, c'est 10 fois plus cher que le nucléaire, ou le nucléaire, c'est 10 fois plus cher. On est quand même sur des trucs qui ne sont pas très très loin. Après, RTE prend l'approche de dire, nous, on considère un peu de sobriété, mais c'est pas le... ils étudient d'abord la transformation du système électrique, les gains d'efficacité que ça amène. On l'a dit, la voiture électrique c'est plus efficace, les pompes à chaleur, et ils disent la consommation d'énergie baisse, la consommation d'électricité augmente, et après ils disent voilà, ça c'est mécanique, et en plus on va rajouter de la sobriété. Qu'est-ce que la sobriété peut donner? Mégawatts, c'est alors d'une, j'ai pas lu leur tout dernier, je crois que le rapport complet n'est pas sorti de leur scénario 2022, mais j'avais lu celui d'avant. Eux disent on veut pas de nucléaire, donc on veut sortir le plus rapidement possible du nucléaire. Pour eux, c'est une donnée d'entrée. Pour eux, c'est une des choses, donc ils veulent quelque chose de 100% renouvelable à l'horizon 2050 et fermer les réacteurs nucléaires suffisamment très vite. Et en plus, ils disent nous on veut. Alors c'est aussi une conséquence, si vous fermez du nucléaire, ça vous enlève quand même beaucoup de capacité de production, donc on compense par ce qu'on appelle la sobriété, ça on dit on va diminuer fortement la consommation. C'est un exercice intéressant parce que ça montre, ça essaie de vraiment chiffrer jusqu'à dans votre vie de tous les jours ce que ça veut dire la sobriété. Après, c'est une question de société. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que, c'est plus une approche sociétale, on va dire. Alors c'est plus large. RTE, c'est l'approche un peu technique, et ils disent quand même, on pourrait gagner en sobriété, en chauffant moins, en faisant ci, en faisant ça, etc. Mais sur RTE, c'est un levier qui est assez faible au final, la sobriété.
Negawatt va beaucoup plus loin et fait des choix un peu différents sur l'utilisation du biogaz, etc. Donc voilà, ça se discute après, et ça reste une question de société, de savoir quel type de société on veut, qu'est-ce qu'on veut comme modèle, et ça, ces scénarios-là permettent de visualiser ça, de voir à quoi ça pourrait ressembler. L'ADEME a fait un exercice intéressant, et après j'arrête, mais l'ADEME a fait un exercice intéressant de prospective aussi sur la horizon 2050, où eux disent on ne veut pas un truc forcément purement technique, mais on va définir 4 scénarios qui sont 4 types de sociétés. Il y a la société, je ne sais plus comment ils s'appellent, je suis désolé, mais il y a la société vraiment très très frugale, très sobre. Il y a un peu de sobriété, mais il y a 2 scénarios qui un peu ressemblent un petit peu à ce qu'on a maintenant, donc ça va être différents curseurs. Est-ce qu'on pense plus technologie, un peu moins technologie? Et il y a le quatrième scénario qui est vraiment techno-optimiste, donc on va tout résoudre par la technologie. Et en fait, ils ont bâti leur scénario autour de ça. C'est intéressant parce que ça permet de voir un peu le modèle qu'il y a derrière. Après, on pourrait se dire, encore une fois, on ne choisit pas une case, c'est juste des guides possibles, et après on sera quelque part. La question, c'est où on veut mettre le curseur. Ça dépend de nos choix. Exactement. J'avais une question complémentaire, parce que ce qui fait écho à 2 tribunes que j'ai vues récemment. Alors les tribunes étaient très affirmatives là-dessus. Les tribunes s'intitulaient en gros on n'atteindra pas la neutralité carbone ou des scénarios 100% renouvelables dans un monde de l'énergie soumis à la libre concurrence des acteurs ou dans une économie de marché. C'est quelque chose dont on parle rarement quand on parle de l'énergie. Est-ce que, selon toi, le fait d'avoir de la concurrence sur le monde de l'électricité ou même de l'énergie de manière globale, est-ce que c'est un frein aujourd'hui à ces scénarios ou pas du tout? Est-ce que, typiquement, dans les scénarios RTE, en fait, ils sont réalisables avec les règles économiques, notamment actuelles? Alors, je n'ai pas énormément d'expertise là-dessus, mais il y a une vraie question de savoir est-ce qu'on considère l'énergie ou l'électricité comme un bien commun, ou est-ce qu'on la soumet aux règles de marché. Il y a des pour et des contre à tout. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tout va bien, le marché fait baisser les prix. Quand ça va pas, on a un problème, et on voit que l'État, par exemple, est intervenu récemment pour limiter les hausses de prix. Donc, je pense que d'un point de vue physique, d'un point de vue technique, oui, la transition est possible avec une économie de marché, avec un marché de l'énergie. Est-ce que c'est plus efficace? Je ne sais pas. Je pense vraiment qu'il faut, en fait, on se rend compte maintenant à quel point l'énergie est fondamentale pour nous et à quel point la sécurité énergétique est importante, parce que, encore une fois, si la Russie coupe les vannes de gaz, on va le faire, mais si on coupait les vannes de gaz de la Russie vers l'Europe du jour au lendemain, on aurait des gros problèmes. Donc on se rend compte que c'est fondamental. La question, c'est est-ce qu'on doit gérer ça comme un marché ou pas? Donc j'ai pas énormément de réponses, mais c'est une vraie question. Ouais. Il y a Claudius qui demande est-ce qu'il faut brûler les capitalistes, et si oui, quel serait le bilan carbone de cette opération? Mais je pense qu'on ne va pas répondre à cette question. Ouais. On arrive bientôt au terme de cet échange. Il y a un gros sujet qu'on n'a pas abordé, mais qu'il faut impérativement qu'on aborde. C'est la question de la fusion, justement, parce que là, on a parlé un peu du court terme, du moyen terme. Il faudrait voir un peu plus long terme. La solution idéale, au-delà de tous ces scénarios, ça serait une source d'énergie quasiment infinie, très propre. La fusion, c'est un projet qui pourrait répondre un petit peu en partie à ces caractéristiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots du projet ITER? Et la question qu'on doit vous poser à peu près 1 million de fois par jour, c'est entre 0 et 100%, le taux de possibilité de réussite de ce projet. Alors, donc la fusion. Il y a 2 façons de produire de l'énergie par procédé nucléaire. C'est la fission, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle dans des centrales. On prend des atomes d'uranium, c'est des trucs assez gros. C'est des atomes assez gros, mais ça va plus. C'est gros pour un atome, en fait. Ne regardez pas mes mains, mais donc on prend les gros atomes, on les casse et on génère de l'énergie. Alors ce qui se passe, c'est ce qu'un physicien obscur allemand nous a appris il y a bien longtemps, Einstein, c'est-à-dire qu'on casse des atomes, la masse des choses à la fin est un tout petit peu différente de la masse au départ, et ça produit de l'énergie, on transforme de la masse en énergie. C'est pas de la génération spontanée, c'est juste une transformation. Et une autre façon de produire de l'énergie nucléaire, c'est de prendre des petits atomes et de les souder ensemble et d'en faire un plus gros. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fusion. C'est ce qui se passe sur le Soleil. Le Soleil, c'est un réacteur de fusion nucléaire qui fusionne à peu près 640 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Pour faire de l'hélium, du coup. Il fait de l'hélium et ça nous donne l'ensemble, une très grande partie de l'énergie qu'on a. Le Soleil nous donne chaque année, alors je ne sais plus le chiffre exactement, mais chaque minute, autant d'énergie qu'on utilise chaque année. Donc c'est une source d'énergie, on sait que ça fonctionne. Oui, c'est une source. Et d'ailleurs, dans la fusion... Après, c'est un peu utilisé par les plantes, par des trucs comme vaguement nécessaires. Mais souvent, on dit,
pour la On va essayer de fusion. faire un mini-soleil, quoi. Exactement, quand on veut qu'on nous donne des financements, on dit de toute façon la fusion est la base de la vie, et donc on s'en arrache. Ouais. Ok. Petite parenthèse à part. Donc ça, c'est un procédé, mais qui se fait pas autant. Casser un atome, ça se fait naturellement, ce qu'on appelle la radioactivité. Il y a des atomes qui se cassent tout seuls parce qu'ils sont pas très stables. Il faut imaginer en fait un atome, ça a plein de petites particules, des protons, des neutrons, et il y a des atomes qui sont instables. C'est un peu comme vous, un lendemain de Noël ou un soir de réveillon, vous avez un peu trop mangé. Les atomes sont un peu... ça je sais pas. Mais il y a des atomes qui ont un peu trop mangé le neutron, et donc ils en relâchent, ils sont radioactifs et ils vont vers un état plus stable. La fusion, c'est le contraire. C'est extrêmement difficile à faire, ça ne se produit pas à l'état naturel, et il faut amener les atomes les uns à côté des autres. Les atomes sont positivement chargés, c'est-à-dire qu'ils ont des charges positives, c'est comme mettre deux aimants de pôle sud ou pôle nord ensemble, ils ne veulent pas, ils se repoussent. Et donc pour faire en sorte qu'il y ait réaction, il faut chauffer le mélange à très très haute température, on parle centaines de millions de degrés. Pour un ordre d'idée, c'est la température au centre du Soleil, c'est 15 millions de degrés. Sur Terre, on a besoin des températures beaucoup plus élevées. Alors pourquoi la fusion, c'est intéressant? Parce que c'est la source d'énergie la plus dense au monde. Dans 1 gramme de matière pour la fusion, il y a autant d'énergie que dans 10 grammes pour l'uranium, donc ça reste sur les mêmes échelles de temps, mais on est sur des centaines de milliers de fois plus d'énergie que de charbon. C'est-à-dire avec les ordres de grandeur, avec 1 kg de combustible pour la fusion, vous avez assez pour une famille, assez d'énergie pour une famille par an. D'accord. Donc les quantités médianes sont très faibles. Ça n'émet pas de CO2, puisque c'est un procédé nucléaire, il n'y a pas de combustion. Est-ce qu'il y a des déchets nucléaires comme il y en a dans la fission? Alors il y a des déchets nucléaires, oui, sauf qu'il n'y a pas les déchets à vie longue qui nous embêtent avec la fission, et donc il ne faut pas stocker de choses pendant des dizaines de milliers d'années, donc ça c'est un très gros avantage. Il n'y a pas de bure ou de trucs CIGEO. Alors on doit stocker sur des échelles de temps beaucoup plus faibles, d'une centaine d'années, mais l'idée dans la fusion, c'est qu'après une centaine d'années, on soit capable d'aller récupérer les matériaux et les retraiter. Et la dernière chose qui est extrêmement importante pour la fusion, et c'est juste par la nature des choses, c'est que la fission, dans un réacteur, on passe son temps à la contrôler pour pas qu'elle s'emballe, parce que c'est un procédé qui est naturellement exponentiel. Donc on passe son temps à contrôler. La fusion, on passe son temps à essayer de le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile, c'est qu'on a du mal. Et donc, quoi qu'il se passe, la réaction s'éteint toute seule. Donc il n'y a pas de risque d'emballement, puisque la réaction, de toute façon, ne veut pas se produire. C'est beaucoup plus sûr que... À la base, il n'y a pas de scénario accidentel dans la fusion. Et donc c'est pour ça que c'est un avantage. Enfin, à la base, non, mais oui, dans le principe, ce que je veux dire, c'est à la base, c'est dans le principe même. C'est pas possible de s'emballer parce qu'il suffit d'arrêter l'injection de gaz, de puissance, etc. Ça s'éteint, et ça s'éteint en moins d'une seconde, en beaucoup moins d'une seconde. Donc on est sur pas de Tchernobyl ou de Fukushima avec de la fusion. Non, c'est pas possible. C'est par principe pas possible. Donc c'est extrêmement important, intéressant. La question, et donc c'est souvent mentionné un peu comme le Graal de l'énergie, parce que c'est un peu toutes les. Et l'autre chose, c'est qu'on utilise principalement de l'eau de mer. C'est de l'hydrogène qu'on récupère dans l'eau de mer et du lithium, où on a aussi des stocks abondants. Donc on estime qu'il y a suffisamment de ressources pour des dizaines de milliers d'années d'énergie pour toute l'humanité en principe. Évidemment, comme les Anglais disent, il n'y a pas de déjeuner gratuit, no such thing as a free lunch. Et donc c'est extrêmement compliqué. La fusion, ça fait 70 ans qu'on essaie de maîtriser ça, parce qu'il faut chauffer quelque chose à 150 millions de degrés, il faut le contenir dans une enceinte métallique, et on voit tout de suite bien un petit peu le problème. Il faut contrôler ça, parce que c'est extrêmement instable. Si vous avez déjà vu des vidéos du Soleil, vous avez les filaments là, alors sur le Soleil, ça prend des années. Nous, ça prend des millièmes de seconde dans la fusion, mais on a la même chose, on a plein d'éruptions, le truc est hyper instable. C'est un peu comme des enfants, ça vous leur dit d'aller à droite, ils vont à gauche. Un plasma de fusion, c'est exactement la même chose. On voit bien l'idée. Voilà. Et donc ça fait très très longtemps qu'on essaye. ITER, c'est le but. Alors, comme il faut chauffer quelque chose à 150 millions de degrés, il faut chauffer, il faut injecter de l'énergie. Il faut investir de l'énergie. Le but, c'est que la fusion génère plus d'énergie que nous, on en a investi. Donc, il faut un gain d'amplification. C'est vrai qu'on parle parfois de rentabilité énergétique. Ouais, souvent, en fusion, on parle de gain. Vraiment, c'est pas un ratio, c'est pas un rendement, c'est un gain. C'est combien on a en sortie par rapport à combien en entrée. Évidemment, il faut qu'il y ait beaucoup plus en sortie qu'en entrée. Pour ceux qui font un peu de hi-fi et qui sont vieux comme moi, les amplificateurs qu'on avait pour la radio, c'est un peu la même chose. On a un petit signal en entrée, on a plus de signal en sortie. Et ça, on n'a jamais réussi à le faire pour l'instant. Le mieux qu'on ait fait, c'est récupérer après 70% de l'énergie qu'on avait injectée, donc c'est pas très intéressant. On n'a pas atteint pas loin du 1, pas loin de 100%. Oui, alors l'année dernière, il y a eu un record. Alors, si on pense qu'au niveau du plasma, c'était avec des lasers, on était arrivé à plus que 1, mais si on prend le système, on était encore très loin. Donc, on progresse.
ITER, le but c'est de démontrer qu'on est capable de faire 10 fois plus en sortie qu'en entrée vraiment du plasma. C'est un projet qui est gigantesque et qui est extrêmement compliqué. C'est une machine qui fait 30 mètres de haut, 30 mètres de large. Les composants sont assemblés avec des tolérances de moins du dixième de millimètre. Donc on est sur des trucs qui sont hyper précis parce que en fait, on piège le plasma ou le gaz très très chaud avec des gros aimants et il faut que l'ensemble soit aligné le plus parfaitement parce que possible. pour bien comprendre, en fait, c'est tellement chaud qu'il n'y a aucun matériau qui est capable de maîtriser le plasma. Donc en fait, c'est plutôt avec un champ magnétique. Ouais, on fait léviter avec au un milieu gros de aimant, quoi. On peut l'imaginer comme une sorte de donut alors le plasma, ce que j'appelle un plasma, c'est un gaz chaud. Quand un gaz est chaud, on l'appelle un plasma. Vous savez quoi, comment on pourrait en fait, les tubes fluorescents, c'est aussi des plasmas, par exemple. Okay. Sauf que là, ils sont beaucoup plus chauds. Donc, effectivement, on fait un peu léviter l'ensemble et on empêche qu'ils touchent les parois. Ça permet aussi de confiner l'énergie. Donc, on utilise des aimants qui sont extrêmement puissants. Donc, c'est une machine qui est extrêmement complexe. Et ITER, c'est un projet qui est en cours depuis 2006, qui est censé normalement démarrer en 2026, mais qui a quelques petits problèmes. Donc, c'est quelque chose qui est très long. Donc, si on part là-dessus, ITER, c'est juste un démonstrateur, c'est pour montrer que la fusion est possible. Après, il faudrait construire un premier réacteur qui, lui, générera de l'électricité. ITER, ça fait chauffer les pattes des oiseaux, entre guillemets, on fait de la vapeur et on refroidit cette vapeur, mais on n'en fait pas de l'électricité. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas fonctionner en continu, etc. Et donc, si on prend ça, un premier réacteur, l'Europe vise un premier réacteur en 2050. Donc, on voit qu'on est sur des échelles de temps très... Un premier réacteur à taille industrielle, ouais. servi sur le réseau. Oui, c'est ce qu'on appelle un démonstrateur, donc c'est encore pas totalement commercial, ce serait un peu comme Super Phoenix à l'époque, c'est-à-dire ça produit de l'électricité, etc., mais on ne s'attend pas à ce que ça soit une fiabilité extraordinaire, parce qu'on développe encore, mais c'est dans les années 2050, et après, le système électrique mondial à l'heure actuelle, c'est l'équivalent de 4000 réacteurs nucléaires, donc on voit bien qu'un réacteur c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Et donc il y a la question de combien de temps ça prend pour aller en construire plein si ça fonctionne, et donc tout ça, ça prend du temps. La blague dans la fusion, c'est pour dans 30 ans, ça le sera toujours. Et voilà, l'idée c'est qu'un jour on arrive à sortir de ces blagues. Ok, je pense que c'est un très bon résumé de ce que c'est la fusion. Ton sentiment là-dessus, c'est est-ce que justement 2050 ça paraît raisonnable ou est-ce que ça verra le jour quand même un jour ? Alors, ouais, il se passe énormément de choses en fait dans la fusion, c'est hyper intéressant en ce moment parce que ITER est très long et donc ça frustre beaucoup de gens et en même temps il y a l'urgence climatique et l'urgence à développer une source d'énergie plus propre. Et donc on voit beaucoup de capitaux privés et d'entreprises privées qui se sont lancées, financées par des gens comme Bill Gates, Jeff Bezos, etc. L'année dernière, ces entreprises privées ont levé à peu près l'équivalent de 2,5 milliards, donc on commence à avoir des gros financements qui commencent à arriver là-dedans. Et ITER, c'est quelque chose d'extrêmement gros. Ces entreprises disent « Ah non, ça c'est un modèle qui n'est plus vraiment à jour ». ITER, c'est ce qu'on appelle un méga projet. Et c'est à peu près aussi agile que de diriger un gros porte-conteneur. C'est-à-dire que ça a une inertie énorme. Et effectivement, il y a des technologies qui sont utilisées dans ITER qui, si on devait le refaire maintenant, on les utiliserait plus parce qu'il y a des choses bien meilleures, mais bon, il y a une échelle de temps qu'on ne peut pas faire. Ces entreprises disent, nous, on veut faire plus petit, on veut faire des choses qui ressemblent à des SMR, donc des petits réacteurs modulaires et flexibles, et donc on peut aller plus vite, etc. Et certaines entreprises disent, on va avoir un premier réacteur dans 10 ans, ce qui est si ça marche, c'est très bien, et il faut faire un petit peu attention à ce qui est annoncé. Par contre, la problématique reste la même pour moi, c'est qu'un premier réacteur en 2030, c'est bien, c'est un réacteur, c'est-à-dire que pour le changement climatique, quoi qu'on fasse, c'est trop tard. Enfin, c'est pas ça qui sera la solution au changement climatique. Non, par contre, la question, et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est l'énergie, c'est des échelles de temps très longues. C'est intéressant de le faire parce qu'on aura toujours besoin d'énergie et que 2050, c'est pas la fin du jeu. Le système énergétique sera pas parfait, j'espère qu'on aura décarboné, mais on n'aura peut-être pas tout décarboné. Donc si on est capable d'avoir une source d'énergie bas carbone et pas très chère, on la prendra en fait a priori. Donc il y a quand même intérêt à le faire. Je fais partie des gens qui essaient de distinguer fusion et climat parce que je pense que c'est un peu trompeur et qu'on ne devrait pas. Les échelles de temps ne sont pas les mêmes et il ne faudrait pas donner l'impression que c'est une solution pour le climat alors que ça va pas arriver à temps. Les choses qu'il faut faire pour le climat en termes d'énergie, on les a déjà. Enfin, pour les 10 prochaines années, on sait ce qu'il faut faire. On a les technologies, c'est des renouvelables, c'est du nucléaire qui existe déjà, etc. C'est pour plus long terme. Ok, bonne conclusion sur la fusion. On est tout à fait. On est quasiment au bout, effectivement. Peut-être une toute petite dernière question sur donc, l'enjeu du moment. On en a un tout petit peu parlé, qui est l'élection présidentielle. Alors, tu as tout à fait le droit de ne pas nous faire part de ton choix. Déjà, est-ce que tu as fait ton choix ? Est-ce que tu sais pour qui tu vas voter ? Non. Très bien. Alors, je crois qu'il y a de nombreuses personnes, effectivement, dans ce cas-là. Peut-être ton sentiment, du coup, sur la campagne. Tu nous as dit, on ne parle pas assez de climat. Qu'est-ce que tu aimerais bien voir, toi, dans cette campagne sur la question de l'énergie En fait, ce que j'aimerais bien, c'est que les candidats se positionnent sur leur programme pour la neutralité carbone. Ça devrait sous-tendre un peu le tout. C'est très peu le cas. Alors, certains candidats parlent d'énergie, etc.
j'aurais tendance à dire tous les candidats qui vous disent je vais faire 100 telle source d'énergie, c'est suspicieux, parce que je pense que j'ai essayé d'expliquer que c'était déjà extrêmement compliqué comme c'était, et que si on commence à dire on veut pas d'éoliennes, c'est quand même se rajouter un fardeau, c'est courir un marathon avec un sac de pierre, ce qui est pas facile. Enfin, déjà qu'un marathon, c'est pas, enfin, moi j'en fais beaucoup, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc et surtout, il faudrait commencer vraiment à penser, comme c'est le rapport qui est sorti il y a 2 jours, comment on va s'adapter, parce qu'il y a des changements déjà en France. J'habite dans le sud de la France, on est déjà en alerte sécheresse et incendie, on est en mars. Donc il y a déjà des choses qui se passent, on est sur une des périodes les plus sèches depuis 30 ans, et donc il y a cette question, il y a comment on s'adapte, il y a comment on fait notre part, comment enfin on est sérieux sur les émissions, et ça, en fait, ça sous-tend plein de choses, parce que si on est sérieux sur ces énergies plus propres, entre guillemets, ça peut créer de l'emploi, etc. Donc c'est aussi, ça devrait faire partie des discussions. Il y a un enjeu de réindustrialisation, on en entend parler beaucoup, et en fait, il y a un avantage climatique aussi à réindustrialiser, parce qu'on a une énergie qui est déjà une électricité bas carbone en France, donc il y a un vrai avantage là-dessus, mais ça implique de remettre de l'industrie en France, ça implique de se donner les moyens, et aussi, c'est ce que les études RTE montrent, c'est que plus on aura d'industrie en France, plus il faudra d'électricité, donc c'est pas forcément un problème, mais par contre il faut le prévoir. Il ne faut pas se trouver dans une situation où d'un seul coup on dit oui, on va redévelopper fortement l'industrie, et on n'a pas prévu en face l'infrastructure énergétique, et parce que sinon on va avoir un problème. Et donc j'aimerais bien que ces enjeux-là soient plus discutés, soient déjà discutés. Alors évidemment, vu l'actualité, c'est un peu, on peut être un peu mesquin, dire on n'en parle pas. D'un autre côté, on peut comprendre qu'on parle de l'Ukraine, mais bon, avant la crise ukrainienne, on n'en parlait pas beaucoup. Et surtout, en fait, entre la crise du Covid, la crise de l'énergie l'année dernière et la crise de l'Ukraine, je pense que ça devrait quand même nous dire que on a vécu historiquement une période de l'énergie très 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 peu chère. On était dans les années 2000 sur la période où on a payé le moins cher pour l'électricité, pour l'énergie et pour la nourriture. Donc on était à un point vraiment privilégié. Maintenant on voit que les choses remontent, et c'est aussi quelque chose à gérer, parce que temporairement l'énergie va devenir plus chère, et ça se gère parce que ça a des conséquences sociales aussi. Donc voilà, je pense que c'est un enjeu qui englobe tout, et il faut le prendre sérieusement parce que les enjeux sont énormes. Peut-être effectivement, alors pour ceux qui voudraient aller plus loin, où est-ce qu'on peut te suivre tes travaux? Est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel tu es plus actif? Je suis assez actif sur LinkedIn et Twitter, et sinon moi je dirige un think tank qui essaie de réfléchir à ces questions, et donc on publie des rapports, on fait des conférences, etc. Think tank qui s'appelle Zénon, comme le philosophe, Zénon Délé. Achille et la tortue, pour ceux qui voient. Oui, j'essaie de quasiment chaque jour d'essayer de proposer un peu des petites analyses. J'écris des chroniques aussi pour Capital et pour Uzbek Erika, où mon credo c'est toujours d'essayer de remettre des chiffres, en fait. J'en ai cité pas mal. Je pense que c'est toujours important de comprendre les ordres de grandeur, c'est important de comprendre où on est, et je pense qu'il faut aller plus loin que les ordres de grandeur, parce que c'est vraiment important de savoir si l'électricité c'est 5% de notre énergie ou 95%. En ordre de grandeur, c'est un peu pareil, mais c'est surtout en termes de chiffres exacts. Donc, j'ai aussi écrit un petit bouquin qui essaie d'expliquer ces choses-là, et voilà, c'est ce que j'essaie de faire, de montrer un peu comment fonctionnent les choses. Super. Il nous reste nous aussi à déjà te remercier. Merci chaleureusement pour ce moment, à rappeler que pour tous les gens qui comme toi ne savent pas encore pour qui voter, le Dranche sort un hors-série dans lequel on aborde entre 20 et 30 sujets de débat de fond pour vous faire votre opinion sur ces sujets-là et voir ce que les candidats en pensent, et vous aider dans votre choix quel qu'il soit avant le vote et avant ces enjeux-là. Merci beaucoup du coup à vous dans le chat, merci pour vos questions, merci beaucoup Greg de Temerman, et passez une excellente soirée. Et à très vite, au plus tard, à vendredi matin pour la grasse matinale. Ce soir à 20h pour débat et des bières. Surtout. Ce soir à 20h, débat et des bières, exactement. On parlera du vote ce soir. Est-ce que le vote est tout pété, c'est ça? Et le vote est-il tout pété? C'est ce soir à 20h sur cette même chaîne Twitch. Ok, donc à très vite, salut.